Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromard. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu de l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Adib Akalidé. Adib est un des humoristes les plus connus au Québec, auteur, musicien, réalisateur. Son show est sur Netflix. En tout cas, bref, tout le monde te connaît, c'est sûr et certain. T'as pas besoin d'introduction. Merci, man, d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi. Comment tu te sens? Pas comment ça va, mais comment tu te sens? Présentement, dans ma vie ou présentement dans ta vie? Dans ma vie. Présentement, honnêtement, tu sais, comme c'est relax. Nice. Je me sens relax. Je sens pas trop de... C'est pas trop de haut, pas trop de bas. Il y a comme une stabilité qui est intéressante. Okay. J'aime ça. J'ai pas toujours eu ça dans ma vie, mais ça fait comme une couple d'années que, genre, certains changements ont été effectués. Okay. Puis là, c'est en train de rapporter au niveau de la paix. Nice. Genre, c'est quelque chose que je chéris aujourd'hui, la paix. Juste comme... Ouais, la simplicité de la vie. Je comprends. J'aime ça. C'est drôle parce que c'était mon premier sujet, je voulais qu'on jase. C'est ça, c'est que tu as déménagé ouais. dans un village. Exact. Puis ça, là, je trouve ça tellement hot parce que tu as grandi à Montréal toute ta vie. Ouais. Tu t'es formé à Montréal. Ouais. Et là, tu as décidé de partir. Tu peux m'expliquer un peu le move, pourquoi? Ah mon Dieu, le pourquoi. Ben, c'est vraiment étrange. Je sais pas si... Tu sais, moi, il y a toujours un bout dans des discussions avec les gens où je suis comme, OK, là, ils pensent que je suis fou, mais... fait que ça va être peut-être là, le bout, mais dans le fond, mon village où j'habite, ma belle-mère habitait là. OK. Puis on allait quasiment tous les dimanches manger avec ma belle-mère puis mon beau-père. Puis, j'avais jamais été autant exposé vraiment à des arbres. Je sais que c'est weird, là. Man, je vais te raconter une histoire après parce que, genre, ça fait complètement du sens avec moi. Ouais. Puis là, je sais pas si... À chaque fois, j'étais comme... Il y a quelque chose qui se passe. Puis au début, je comprenais pas parce que les sensations dans le corps, je m'en foutais complètement. Je pensais pas que ça me relaxait. J'avais pas fait le lien. Ça m'a pris quasiment 1 an faire le lien que... Chaque fois que j'arrivais dans le village, c'est un village où il y a beaucoup d'arbres, puis chaque fois, je finissais exposé à plein d'arbres, puis je me sentais différent de comment je me sentais en ville. Puis l'idée, même, a commencé à germer en moi que peut-être qu'il y a comme une paix d'esprit qui est possible proche des arbres, proche de la nature. Il y en a qui la plage peut faire ça, des gens devant un lac, mais en tout cas, la nature, ce qui a été créé par la beauté qui n'a pas été touchée par l'homme. Ouais. Tu sais, exposé à ça à tous les jours, là, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a motivé, puis ça m'a pris beaucoup de temps à réfléchir, puis faire le parce que moi, j'ai vécu toute ma vie en ville, mais là, je pourrais plus retourner en arrière. Ben, je trouve ça drôle que tu dis ça avec les arbres, parce que l'autre fois, j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je sais pas si tu as déjà entendu cette école-là. C'est l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ah, OK, non, je connais pas. C'est comme une école d'entrepreneurs. Et ils te font faire une affaire. En tout cas, je faisais un truc, puis ils disaient qu'est-ce que t'aimes le plus. Ils nomment les choses que t'aimes. Puis la seule chose que j'ai pensé, c'est faire des feux. J'aime juste faire des feux. Oh, man. J'aime tellement faire des feux que là, je déménage de Montréal pour aller en Estrie, dans une maison qui a un foyer à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, fait que là, j'étais là. Puis c'est fait, là? Ben, le 1er mars, là, j'y vais. C'est fou. Ouais. Puis là, c'est comme une petite intuition que t'as. Puis d'ailleurs, je suis en train de réfléchir ces jours-ci à comme parce que là, on rentre dans des... C'est comme des conversations de geeks qui aiment les arbres. Mais moi, je connais rien aux arbres. Hein. Okay. C'est juste... Je trouve ça fascinant, le fait que... Mais là, c'est là que je sais pas si c'est intéressant ou je suis débile, mais... Je suis juste débile. Mais je trouve ça intéressant que un arbre, genre, tu le brûles, puis ça fait du feu, genre, what the fuck, ça n'a pas rapport. Dans ma tête, ça n'a pas rapport. Comme c'est l'énergie qu'il y a dans l'arbre, ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, c'est parce que quand tu es à côté des arbres longtemps, tu le sens qu'il y a une énergie. Ouais.
Là, je sais pas. J'ai confiance en ça. Moi, je suis mon intuition. Chacun suit son intuition dans la vie. S'il y en a que c'est les buildings puis les gratte-ciels, faites-le. Mais en tout cas, moi, je pense que ce qui a été créé par le bon Dieu, c'est spécial. Puis, dès que c'est nous qui l'avons créé, c'est comme énergétiquement plus faible. Ouais. Il y a comme quelque chose qui est, je sais pas, c'est pas les mêmes fréquences, pas les mêmes ondes. Moi, j'ai vécu 30 ans en ville, fait que je sais c'est quoi habiter dans un immeuble, là. Je sais c'est quoi habiter dans un appartement, je sais c'est quoi... C'est l'expérience, c'est comme shifté à 180 là, pour moi. Là. Tu parles beaucoup des arts, mais penses-tu aussi que le fait, tu sais, dans un building, oui, il y a beaucoup de monde, puis ça, j'en ai parlé vraiment beaucoup avec ma copine, parce qu'elle habite à Montréal depuis tout le temps. Moi, je viens de la région, puis là, j'ai déménagé avec elle à Montréal, puis là, on s'en va. Ouais. Mais je disais, tu trouves pas ça weird qu'on connaît pas nos voisins, qu'on cogne pas? Ouais. Tu trouves pas ça weird qu'on marche dans la rue, puis personne nous parle? Mais elle disait, non, mais il y a tellement de monde que genre, tu peux pas arrêter puis parler à tout le monde. Puis j'étais comme, je comprends. Mais il me semble qu'il y aurait techniquement plus de possibilités de chances d'avoir de conversations. C'est vrai. Mais non, tu sais. Fait que là, je trouvais ça... Toi, c'était-tu un big thing pour toi quand t'es déménagé? Ben oui, genre, c'était... Tu sais, juste le gars à l'épicerie qui tu sais, lui... Il me reconnaissait, fait qu'au début, il était un peu, tu sais, il savait pas trop, mais là, on a fini par... Chaque fois qu'on se voit, on discute, puis c'était plus par rapport au fait qu'il me reconnaissait, on discutait, tu sais. Puis mes voisins, j'ai été manger chez eux, là, tu sais. Ils nous ont invités, mes autres voisins, et tu sais, des fois, ils nous laissent un cadeau devant la porte. Je veux dire, c'est pas pareil, là, comme le monde prenne soin à quelque part les uns des autres, même si c'est une fois par année, même si c'est sortir la poubelle parce que t'as oublié. Exact. Des fois, mes voisins, ils voyagent et on va aller arroser, vider leur déshumidificateur. Des affaires des comme choses ça. Normales. Des choses normales, puis c'est comme tu réalises pas que la beauté d'être un humain se joue sur des choses simples comme ça. Puis que si tu n'as pas accès à cette simplicité-là, la simplicité, elle est profonde. Tu sais? Aller prendre 5 minutes pour discuter avec son voisin de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au village, ça a l'air de rien, mais en réalité, ça envoie un message à ton esprit, ton âme, que tu appartiens à quelque chose, tu appartiens à une communauté, qu'il y a d'autres êtres humains qui ont la paix puis la prospérité en commun, qu'on cherche quelque chose de... qu'on travaille à créer un monde, dans le fond, puis ça se joue sur des choses vraiment, vraiment connes comme ça, mais que tu n'as pas accès en ville. Non, c'est ça. Quoique, moi, j'ai grandi dans des quartiers où est-ce que, genre, il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup de gens qui venaient de par exemple, moi, dans mon quartier, il y avait beaucoup de Libanais. Fait qu'on on retrouvait ça un peu quand même, mais pas quand j'habitais sur le plateau, mettons. Quand j'habitais sur le plateau, je parlais à personne. Non, mais dans mon quartier à Ville-Saint-Laurent, oui, là, il y avait comme... Ma mère, elle avait des amis dans chaque immeuble. Puis là, des fois, souvent, on allait chez eux. À ce jour, on est encore amis. Là, mais... Fait que ouais, c'est vraiment important, là. Je comprends votre move, là, tu sais. Ben, on dirait que ça, c'est comme... On dirait que dans ma tête, puis, je sais, on parlait tantôt du podcast que tu as fait avec J'ai du temps, puis il y a 3 ans. Tu parlais beaucoup de... Ça, c'est vrai, tu sais. Ouais. C'est vrai. Puis ça, pour moi, ce move-là, c'est real. Genre, j'ai rien contre Montréal, contre me wrong, c'est super cool. Il y a plein d'opportunités si c'est ça que t'aimes, puis ton lifestyle fit avec ça. Mais je trouve que c'est real pour moi. Je faisais ça comme ça. Ben c'est real pour moi d'aller proche de la nature. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus vrai que, mettons, être tout seul dans une forêt ou devant un lac. Tu sais, comme le 30 secondes où ce que tu prends on dirait que comme inconsciemment, tu goûtes à l'ampleur du mystère de la vie. Genre, il y a quelque chose... Puis c'est immense, mais ça te ground en même temps. Fait vraiment. C'est très étrange. Il y a un truc à propos des arbres. Non. Moi, je peux en parler pendant des heures. Là. J'ai un terrain, justement, en Estrie, juste la forêt. Parce que, justement, quand j'écoutais ton podcast avec du sang, je filais à une place que je filais pas de temps. Puis, il y a un truc que je m'ai dit, qu'il y avait une déconnexion entre qu'est-ce que j'aime profondément et qu'est-ce que je fais chaque jour. Puis, je m'avais dit, je veux une forêt.
C'est ça que je m'avais dit. J'ai dit, je veux une forêt. C'est... Fait qu'avec mes parents, on a acheté un terrain. C'est juste des arbres. Ah, c'est malade. Puis là, à chaque fin de semaine, je peux aller faire du camping C'est gratuitement. malade. Ah, c'est malade. Puis j'aime tellement ce spot-là qu'on est allé l'hiver maintenant. Fait que là, je fais du camping d'hiver. Puis j'aime tellement les arbres, j'aime tellement ça que maintenant, j'ai décidé de camper plus de tente. Fait que je fais du camping d'hiver, plus de tente maintenant, juste une bâche. Ah, mon Dieu. Puis tu te réveilles, tu ouvres tes yeux, man, puis il y a juste la forêt. Ah, t'es fort. L'hiver, bro. Ça, là, je suis allé récemment, puis la première fois, je faisais pas de temps, puis j'étais là, bro. Ça, là. Ah, t'es fort. Pour vrai, là. C'est the best, là. Là, c'est comme inspiration. Là. Mais c'est le Faut que je m'ouvre à ça, là. J'ai pas le choix. Si tu veux, je t'amène faire du camping d'hiver parce que c'est next level comment c'est hot, man. Puis ça te fait profiter de l'hiver. T'aimes l'hiver à ce moment-là parce que souvent, l'hiver, on est comme, il fait frais, je veux pas sortir. Mais quand t'as le mindset de comme, yo, je m'en vais jouer dehors. Je vais dormir dehors. C'est comme un enfant, je vais jouer dehors. Mais je m'en vais dormir dehors. Je vais faire qu'est-ce que je veux. Tu peux manger qu'est-ce que tu veux. C'est the best. Ah, j'adore ça. Vraiment inspirant. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est pas que genre j'aime pas la ville, mais la ville, j'ai l'impression que c'est ce que les humains ont inventé pour échanger. Tu sais? C'est vrai. Parce qu'à quelque part, moi je suis persuadé qu'on est des créatures de symboles et de négociations. OK. Moi je suis persuadé qu'on est dans la biologie la plus pure de ce qu'on est. Il faut qu'on négocie les uns avec les autres. Ouais. Je trouve que vivre en société, c'est juste ça. Oui. C'est juste négocier. Il y en a qui négocient en hurlant, il y en a qui négocient en trichant, il y en a qui négocient en serrant des mains, il y en a qui négocient en gardant leurs paroles. C'est que de la négociation. Fait qu'on est à quelque part des marchands. C'est vrai. Hein? Éternellement, genre. Tu sais, comme on est éternellement en train de marchander quelque chose. Que ce soit en échange d'argent ou que ce soit en échange de relations humaines, que ce soit en échange d'intimité, ça peut être plein d'affaires. Puis j'ai l'impression que la ville, c'est un peu l'endroit, mettons, où c'est ce qu'il y avait de mieux pour les humains comme invention pour optimiser le niveau d'échange et de négociation. C'est vrai. Mais depuis qu'il y a Internet, c'est comme 80% des choses que tu achetais, il fallait que tu ailles à la ville. Là, tu peux le faire de chez toi. Ouais. Puis tu peux te faire shipper des affaires de l'autre bout du monde que tu as trouvé à une place que tu trouvais. OK, c'est là que l'affaire que je veux vraiment, elle se trouve, est à Tokyo. Bon, mais je vais me faire shipper telle affaire. Ouais. Fait que l'intérêt d'aller en ville diminue de jour en jour pour tout le monde, à quelque part. Fait que je pense que c'est là que ça ouvre les yeux sur comment tu te sens quand tu es dans la nature. OK, j'ai plus besoin d'être en ville, en fait. Non, c'est ça. Mais il y aura toujours des gens en ville, là, tu sais. Pas toujours. Puis tu disais que tu reviens à peu près 3 fois par semaine en ville. C'est quoi ton quotidien ressemble à quoi? Parce que je me demande, j'ai une question justement avec ton milieu de l'humour, puis on dirait que, je sais pas, mais je file une dissociation que toi, dis-moi si j'ai tort, mais entre toi et le showbiz. On dirait que on dirait que tu t'éloignes. Ouais. Ben, j'aime pas je n'apprécie pas le showbiz. Des fois, tu es obligé de comme contribuer à ce théâtre-là parce que par la force des choses, moi, je dois gagner ma vie. Il faut que je vende mes spectacles. Il faut que les gens, que je mette en marché ma musique, que je mette en marché les projets de fiction dans lesquels... Fait que des fois, il y a comme un jeu de donnant-donnant dans ce théâtre-là qui est le show business. Mais moi, je pense pas que c'est bon pour ma santé mentale que des gens m'idolâtrent. Fait que je pense que c'est important pour moi de me restreindre le plus possible à aller dans un lieu qui encourage l'idolâtrie. Ouais. Puis j'adore que quelqu'un aime ce que je fais puis qu'il trippe. Mais je préfère que quelqu'un tombe sur mon travail puis que ça l'inspire, que ça lui donne envie de lui ou elle aussi comme réfléchir à une affaire que moi j'ai jamais réfléchi puis qu'on soit comme dans une espèce d'échange. Je dis pas que moi je me réveille le matin puis c'est ça que je suis capable de faire. Moi aussi j'ai envie des fois d'être connu puis que les gens tout ce qui est showbiz, moi aussi j'ai la tentation, je l'ai, mais c'est pas que je me restreins comme à coup de fouet. Je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que ça me déshumanise. Je sais que ça te met au-dessus des gens. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui sont malsaines là-dedans. Fait que, tu sais,
mon message préféré que je reçois cette année, là, depuis j'ai sorti mon dernier album en septembre, puis c'est arrivé au moins 10 fois que des gens m'écrivent « J'ai découvert ta musique, j'ai pas été capable d'arrêter, puis j'ai fini... » Il y a une fille qui m'a écrit que j'ai fini un roman que ça faisait 3 ans que j'étais pas capable de finir. Shit. Ouais. Fait que pour moi, c'est comme... Elle a ressenti l'énergie qu'il y avait dans moi à travers mon travail, puis ça a fait circuler l'énergie dans elle. Puis là, elle a écrit un roman que quelqu'un d'autre va lire. Puis là, on rentre... fou, ça. C'est fou, non? On rentre dans une espèce de suite infinie de circulation d'énergie. Fait que pour moi, c'est vraiment important d'être très honnête par rapport à ce que le show business fait à ton âme. Ouais. C'est pas, moi, je trouve que c'est pas super bon, mais c'est moi, tu sais. Il y en a qui peut-être se sentent comme des poissons dans l'eau là-dedans, puis c'est leur vocation aussi d'être vu, puis d'être... je sais pas, tu sais, je suis pas un fan de divertissement. Je suis un fan de qu'est-ce qui est difficile à faire, puis qu'est-ce qui prend du temps. Puis j'ai créé un langage avec les gens. Ça m'a pris des années pour que les gens... ils embarquent dans mon travail, puis qu'à quelque part, ils sentent que j'ai vraiment eu les mains dans la terre longtemps, là, avant de proposer mon spectacle ou whatever. Il y a quelque chose de très expéditif dans aller à la télévision, puis j'aime pas trop ça. Mais je comprends. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça en voyant un peu... je pense que, en tout cas, parce qu'on dirait que souvent... OK, j'ai une bonne réflexion à propos de ça. Je disais à ma soeur, je reçois Adib à mon podcast. Elle disait, cool, il fait quoi en ce moment, Adib? Ouais. Quand tu tapes, le monde ne sait pas. Puis quand tu tapes Adib Akalidé sur Google, une des premières choses, c'est où est Adib Akalidé? Non. Je te jure, mais ça, je pense que ça le fait avec plein de monde, genre. Mais c'est marqué ça. Puis là, qu'est-ce que je trouve drôle avec ça? Puis elle me disait, mais il est-tu en show? J'ai dit, ouais. Ben quoi, l'arnaque? Il est sorti, son show, rouge, c'est comme, il fait de la musique, mais elle était comme, ok. Je savais pas. Je savais pas. Puis là, je me disais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, il y a d'autres humoristes ou d'autres artistes que tu vas voir, c'est Billboard tout le temps. Ouais. Puis je pense aussi que, parce que moi, j'ai remarqué, je pense que t'es pas, dans la machine de producteurs, mettons, Juste pour rire, puis Evenco qui met sur gros, des billboards, tu sais, sur le bord de la rue, puis sont comme, voici à tourner, puis c'est genre 400 dates du même show pendant 4 ans. Exact. Puis c'est bien correct, c'est hot, parce que tu as la chance de voir ce monde-là plein de fois, mais je sens plus que tu fais tes propres choses. Ouais, c'est plus ça que je sens. Exact. Moi, je suis un fan de petites tournées. Un de mes avantages que j'ai, c'est que j'aime beaucoup tester du nouveau matériel, ce qui fait que je suis capable d'arriver... Une bonne heure de matériel est capable d'émerger en dedans d'un an à peu près. Ça fait que j'ai comme accepté avec le temps que ça me permettait de sortir des canaux traditionnels qui est de travailler un spectacle pendant 3 ans, puis de rouler pendant 3 ans, puis d'être un peu comme... consumé par cette activité-là pendant 6 ans, tu sais. Puis après un certain bout de temps, moi, je change beaucoup de... Mon opinion, elle évolue constamment. C'est-à-dire, la discussion qu'on a aujourd'hui, ça se peut qu'on se revoie dans 1 an et demi, 2 ans, puis il y a des affaires... Peut-être les arbres, je les aime plus, là. Tu comprends? Ça m'étonnerait, là, mais... Non, ça arrivera jamais, mais tu comprends? Peut-être que dans 2 ans, je suis plus un gars de montagne, là, tu sais. Là, je suis comme, yo, la montagne, j'ai découvert la montagne! Fait que, tu sais, on est toujours en train d'évoluer, puis notre opinion aussi. Puis quand tu écris un spectacle, c'est un peu, genre, l'opinion que tu as de la vie en ce moment. Ouais. Fait que je trouve ça difficile de le traîner sur plus qu'1 an, parce que ça veut plus rien dire pour moi, à quelque part. Ça me fait plus... Comme il n'y a plus d'exploration après 1 an. Je suis plus en train d'explorer ces idées-là. Ces idées-là m'ont mené ailleurs. Fait que là, il y a comme une désynchronisation là, entre ce que tu es puis ce que tu dis. Puis ça, pour moi, ça me fait... Genre, ça me fait pas du bien. J'allais dire des vraiment très gros mots, mais genre, il est trop tôt, là. Il est 10h30 du matin, là. Je vais faire attention à ce que je dis, mais je sais que les gens nous écoutent à n'importe quelle heure, mais juste moi, je dis, il est trop tôt pour que je blasphème. Mais vraiment, ça me fait pas du bien, puis c'est ça. J'essaye de créer une vie sur mesure pour que je sois en paix.
That's it. Ouais. C'est drôle parce que littéralement, une de mes questions, c'est est-ce que ce que tu dis que t'es, c'est vraiment ce que t'es en ce moment? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, dans le fond, tout ce que tu sais de toi, tu peux pas nécessairement le dire. Pas seulement par pudeur, mais aussi parce que, genre, comme l'intimité, c'est quelque chose, tu sais, ça existe pour vrai. Tu sais, il y a des choses qui sont intimes dans la vie, puis c'est quasiment comme si ces choses-là avaient besoin d'un petit espace plus douillet, plus calme, plus tranquille pour les regarder, pour les accepter, pour les accueillir en soi. Moi, j'ai appris ça grâce à des gens extraordinaires qui m'aident puis qui m'ont beaucoup aidé. Fait que, tu sais, il y a assurément c'est incomplet ce que les gens voient d'une personnalité publique sur les réseaux ou sur Internet ou à la télévision. C'est incomplet. Mais est-ce que c'est incomplet par pudeur puis par souci d'intimité ou est-ce que c'est incomplet par hypocrisie puis mensonge? Moi, en ce moment, je pense que c'est... Depuis quelques années, je pense que je suis plus confortable de montrer des côtés de moi qui vont pas plaire à tout le monde. Puis, il y a des affaires que je garde pour moi parce que je suis encore en train d'en prendre soin, je suis encore en train de les intégrer à ma vie, tu sais, sainement. Puis, ouais, je me sens comme... Tu sais, je me sens de plus en plus à l'aise avec ma parole. Tu sais, je la sens de plus en plus authentique. OK. Fait que, oui, je répondrais... oui, j'aurais peut-être pu juste dire oui, non. C'est important d'apporter ces nuances-là parce que le monde, il pense toujours que ce qu'il voit, c'est la personne, right? Ouais. So, vraiment. C'est important de faire cette petite distinction-là. Vraiment. Puis tu te parlais de plaire, tu sais. Tu dis que maintenant, tu es à l'aise de dire des choses pour que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ouais. Est-ce que quand tu as débuté ta carrière, tu te disais, faut que je plaise à tout le monde? Ouais. Puis aussi le fait que ton père est irakien, ta mère vient du Maroc, tu as grandi à Ville-Saint-Laurent, puis tu tombes dans un milieu showbiz. Ouais. Est-ce que tu avais comme cette urge de genre, faut que je sois comme, faut que tout le monde me voit comme dans leur gang? Ben, ça, tu sais, c'est drôle parce que ça se traduit pas comme verbalement, comme ça. C'est comme une énergie, c'est une intention. Puis, comme je disais, moi, dans ma vie, là, je suis entouré de gens vraiment incroyables qui m'aident à comprendre justement, genre, d'où ça part. Tu sais, c'est pas tant ce que tu dis, mais d'où ça part. Puis c'est tellement vrai, ça m'a pris des années, là, comprendre ça, mais quand ça part d'une place que tu vois pas, mais que cette place-là dit « je vais vous prouver que je suis pas minable, que je suis pas moins que rien, que je suis pas poche ». Quand tu pars de cette place-là, malheureusement, tu peux accomplir des choses, mais tu vas pas jouir de ce que tu fais. Puis je l'ai appris à la dure, puis j'ai été très têtu avec les gens qui ont voulu m'expliquer ça. J'ai été très têtu sur le fait que non, tu sais, comme il faut être compétitif, puis il faut y aller, puis tout ça. Puis c'est vrai, man, tu vieillis, puis tu réalises, si ça part d'une place où ce que tu veux prouver, tu vas... OK, le monde va triper, mais toi, tu vas souffrir. Puis là, t'es comme en hypocrisie, t'es désynchronisé avec la réalité, parce que les gens trippent, mais toi... T'enjoys rien. T'enjoys rien, puis c'est comme avoir le meilleur resto en ville, mais avoir un problème de boulimie, genre. Ouais, tu comprends? Comme toi, tu manges même pas, tu goûtes même pas à ce que tu fais dans ta cuisine, puis tu veux pas travailler sur le problème que tu as qui te permettrait de jouir de la même nourriture que tu sers aux gens. Fait que les gens trippent sur ta nourriture, mais pas toi. Ouais. Puis moi, c'est comme une nouvelle affaire, là, c'est mon nouveau slogan de mon année. Là. J'essaie de le dire dans mon nouveau spectacle, mais le monde ne catch pas. Ça fait toujours comme, de quoi il parle, tabarnak? C'est parce que j'ai pas le temps de l'expliquer, mais je trouve que c'est tellement une phrase importante pour moi, c'est « Je vous sers ce que je mange ». C'est ça ma nouvelle...
Il n'y a rien que je donne aux gens que j'ai pas moi-même Non, c'est ça. mangé. Mhm. Je suis pas genre Steve Jobs qui donnait pas d'iPad à ses enfants. Là. Il vend des iPads, mais il le donne pas à ses enfants parce qu'il est comme non, t'es-tu malade? Steve? Ça a fucké ton cerveau, cette affaire-là. Là. Je donne pas ça à mes enfants. Prenez ça, la plèbe. Ouais, tu donnes ce que tu fucks with it. Exact. Ouais. C'est comme si je suis pas down de le manger, je vous le servirai pas. Ouais. Fait que. Mais Makes quand sense. tu veux prouver tout au monde, des fois, tu leur dis des affaires que pour toi-même, t'es comme. Ben, peut-être que moi, tu sais, je veux dire, tu peux très facilement dire quelque chose puis pas le faire. Mhm. Puis Ouais, que le monde triple. Vraiment. Puis aussi, je pense que en humour, quand j'ai regardé ton spectacle hier, je me disais, je le vois que tu cherches à parler de quelque chose plus que le rire. Ouais. Puis genre, le rire vient, tu sais, Ouais. c'est cool, là, Ouais. j'ai ri tout le long, mais il y a des bouts que c'est des phrases que on dirait que tu sens crisses du rire à Ouais. ce moment-là. Ouais. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool, man. J'étais là genre, Merci. je trouvais ça cool parce que autant que c'est cool d'aller voir un spectacle, mais du mot que tu dis, ah ben oui, c'est clairement genre c'est une histoire complètement, tu sais, comme pas vraie. Puis des fois on dirait que tu le files que c'est pas. En tout cas moi je trouve Ouais. que je le file quand je suis comme. Quand j'ai le goût de me dire, ah, ta gueule, man. Ouais. Genre ça, Ouais, là, à ouais. l'intérieur de moi. Je suis Ton là. intuition, là. Exact, Ouais. exact. Mais en tout cas, c'est ça. Je trouvais ça vraiment intéressant, ça, quand Ouais. j'ai ton spectacle. Puis, on dirait que je me demandais, justement, tu sais, t'as dit dans un podcast, puis là, peut-être que tu fuck plus with that, là, c'est, t'as vécu pour 10 ans de souffrance. T'avais dit En ça. humour? Ben, t'avais dit, genre, j'ai vécu assez de souffrance, Ouais. fuck that. Ah J'en ai ouais. vécu pour 10 ans. Ça a-tu rapport, puis pas obligé de rentrer en détail là-dessus, mais ça a-tu rapport à ça, justement, le milieu de l'humour, comment que toi t'étais, ça a-tu rapport à ça? Moi, je blâme plus personne pour ce que je ressens. Je suis rendu là dans ma vie, comme si j'avais à retourner en arrière puis me donner un conseil, c'est comment tu te sens à l'intérieur. T'as toujours l'option d'aller investiguer ça puis prendre soin de comment tu te sens. Puis de comprendre que le monde est ainsi fait, tu sais. Ouais. Si quelqu'un a pas respecté sa parole, si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un t'a frappé, si quelqu'un a été whatever, OK, fine, sur le coup, genre, c'est une affaire, mais d'utiliser ça pour se raconter une histoire qui te garde comme au plus bas... au plus bas niveau de ta contribution en tant qu'être humain. Mais comme une victime. Dans le fond. Exactement. Ouais. Puis moi, j'aime comme... On te l'apprend pas nécessairement. Il y a des gens qui vont, mettons, grandir dans des familles où ils vont comprendre que il faut toujours se relever, puis c'est jamais la faute des autres. Pas parce que les autres sont tous bons. Parce que si tu commences si tu ouvres la porte à responsabiliser les autres sur comment tu te sens, tu tombes dans une loupe infinie qui va jamais... ça finit jamais. Ça va jamais finir. Fait que c'est tellement plus intéressant de se dire comment est-ce que je peux répondre à cette situation, comment est-ce que je peux me relever de cette situation. Fait que si j'avais recommencé ma carrière, je me dirais très froidement que Adib, t'es un peu naïf, puis t'es pas conscient à quel point le milieu culturel, c'est aussi... le potentiel économique est aussi grand que le milieu du pétrole. Je comprends. C'est-à-dire, peut-être qu'au Québec, genre, on fait pas des milliards et des milliards comme le pétrole, mais on a accès aux consciences des gens. Quand tu le regardes objectivement, puis quand tu réalises de quoi les humains sont capables, le génie humain qui est genre le foisonnement puis la liberté de l'esprit humain. Donc, c'est pas... Je parle pas, quand je dis génie, je parle pas de « Ah, Mozart est un génie ». Je parle tous les humains ont du génie. Ouais. Puis si tu regardes tous les humains comme étant des puits de génie, c'est-à-dire que la culture, qui est un médium qui tente d'avoir accès au puits de génie des gens, c'est des milliards de dollars. OK? Si tu le traduis comme ça, tu te dis,
il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui sont là pour l'argent. Puis l'argent, pour beaucoup de gens, c'est une maladie. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vendre leur mère pour 3$. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des douches froides pour pas payer l'eau chaude. Il y a beaucoup de gens, c'est pas 90% des gens, mais il y en a. Ouais. Puis dans mon milieu, il y en a de ça. Puis moi, je suis arrivé naïvement en pensant que tout le monde était comme moi, que tout le monde voulait faire quelque chose qui allait comme donner un sens à sa vie. Tu sais, moi, je cherche un sens à ma vie. Moi, je pense que c'est ce qui fait du bien aux gens, c'est de voir quelqu'un chercher. C'est pas quelqu'un qui a la vérité puis la solution. C'est quand moi, je vois quelqu'un qui cherche, qui est curieux, qui est ouvert, qui est motivé, qui veut apporter quelque chose, mais qui est dans l'exploration. Tout ça, là, ça allume quelque chose à l'intérieur de moi qui fait « Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, je suis comme ça. » T'as d'autres gens, ils sont prêts à tout pour faire de l'argent. Moi, je peux faire de l'humour qui va utiliser exactement les codes qu'en ce moment, le marché m'indique que je vais avoir un feedback positif. Je suis un expert en comédie. Ça fait 17 ans que je fais ça. Si je compte même pas les années à l'école où j'ai mangé des retenues, puis des retenues, puis des retenues après l'école parce que genre, je voulais juste faire rire tout le monde. Je sais comment étudier le marché. Je sais comment répertorier les codes, les réutiliser. Mais moi, ça m'excite pas, ça. Moi, ce qui m'excite, c'est faire quelque chose qui me met en danger, puis que quand je sors de l'épreuve, j'ai vraiment sué, j'ai eu peur un peu pour ma vie, puis j'ai l'impression que j'ai peut-être fait un pas de plus vers comprendre pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que j'ai à faire. Puis ça fait que je dors bien la nuit, tu sais, comme... Je value mon sommeil. Of course. C'est ma méthode. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, c'est quoi ta relation avec l'argent? Je pense que j'ai vraiment une belle relation avec l'argent. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comme, ça vient de mon père. Mon père a jamais... Je vais pas rentrer dans des jokes, mais tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent. Je comprends. OK? On n'avait pas beaucoup d'argent, mais mes parents étaient... Tu sais, ma mère était très économe. Puis elle a été longtemps monoparentale. Je sais pas si les gens ont déjà lu là, les stats de comme qu'est-ce qui se passe avec une mère monoparentale, mais comme psychologiquement, c'est très drainant. Fait qu'elle était comme en mode survie tout le temps. Fait que ma mère, l'argent, c'était il faut que mes enfants mangent, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils aillent... Tu sais, c'était ça sa relation avec. Fait que d'un côté, j'avais ça, puis de l'autre côté, mon père n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était comme... Quand il achetait des affaires, il paniquait pas, ou même des fois, il n'y avait pas l'argent, puis il allait pour la meilleure affaire, puis j'étais comme... Il a utilisé l'argent qu'il avait pour aller vers la meilleure affaire qui est pour nous. Fait que j'ai comme une double relation, mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, je comprends que l'argent, c'est la traduction de mes actions. C'est un miroir de ce que je fais. Puis je comprends que si j'ai pas l'argent que je veux, c'est parce que je fais pas ce qu'il faut pour l'avoir. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très honnête. J'apprécie ça. Je me considère comme un artiste capitaliste dans le sens où je travaille à l'extérieur des canaux, majoritairement à l'extérieur des canaux de subvention, puis je finance mon art moi-même. Souvent. J'ai de l'aide des fois, mais souvent, je vais financer moi-même mon art. En 10 ans de carrière, j'ai dû dépenser plus que 300 000 $ sur mes affaires à moi, là. OK? Fait que quand les gens disent « Ah, le capitalisme, c'est mal, parce que, genre, ils ont identifié qu'il y avait des gens avares qui pourraient être plus généreux avec leur argent. » Moi, je pense que ces gens qui disent ça font une erreur d'évaluation parce que ce qui négligent dans leur évaluation, c'est la personne comme moi qui vient de rien, puis que si elle n'avait pas fait des efforts, puis qu'elle ne prenait pas ses sous à travers le libre marché de
l'humour. Moi, je vends des billets aux gens. J'ai pas de subvention pour ça. Là, les gens, ils me donnent l'argent. Moi, je paye ma maison, je nourris ma famille, puis avec le reste, je finance d'autres arts québécois. Fait que là, quand quelqu'un me dit « j'aime pas le capitalisme », moi, je suis comme « ben moi, je peux pas être hypocrite puis te dire que je suis pas dans un exercice de libre marché. Je finance mon art. C'est important pour moi. Fait que pour moi, l'argent, c'est une chose qui est belle, qui me permet de créer comme un confort à ma famille, un endroit où est-ce qu'on peut développer de l'intimité, puis des belles valeurs, puis tout ça. Puis d'un autre côté, c'est quelque chose que je peux dilapider dans des œuvres que peut-être personne va écouter, mais qui donne un sens à ma vie. Ouais. Fait que c'est comme ça que je le perçois, puis c'est ma relation avec, puis ça fait que je me sens vraiment, tu sais, je me sens bien avec ce concept-là. J'ai pas de... Je trouve ça vraiment important de dire au monde, genre, je viens de pas grand-chose, puis tu peux travailler, puis utiliser ton argent pour créer ton travail, puis créer ta vie. Ouais, je trouve ça important, tu sais. Puis je trouve que ce discours-là, il est pas souvent dit parce qu'il y a pas beaucoup de canaux de discussion où il y a un intérêt pour ce discours-là. Ouais. Mais de plus en plus avec comme le podcast qui est comme un peu genre la décentralisation des médias, il y a de plus en plus d'individus qui peuvent, comme toi, qui peuvent faire aller leur voix, leurs opinions, leur curiosité, surtout leur curiosité. Puis ça donne de la place à des histoires qu'on verrait pas normalement. Exact. Fait que, there we go. mais tu sais ce que c'est, là. Tu fais exactement ce que je trouve qui est en ce moment comme une révolution intellectuelle au Québec, c'est-à-dire plus d'individus qui laissent libre cours à leur curiosité, puis à leur pensée, puis tout ça, puis ça crée plus de discussions. Je trouve ça vraiment vrai. Puis, je trouve que c'est bénéfique d'un côté parce que il y a des gens comme moi qui peuvent être curieux avec plein de gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés. Ouais. De l'autre côté, je trouve que j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais des fois, je vois qu'il y a comme un peu pas une exagération ou un abus de tout ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je veux dire, c'est, mettons la tribune. Ouais. T'sais. Je t'ai entendu parler dans le podcast, justement, je reviens avec ce podcast-là souvent, mais de exemple, tu parlais de la tribune. Tu sais, avant, il faut monter des marches, faut prendre son courage à deux mains puis parler devant des gens. Ouais. Fait que tu prenais ça au sérieux. Ouais. Genre, c'était for real. Genre, si aujourd'hui, tu avais parlé à la tribune, c'est genre, fuck pas, man. Parce que tout le monde va le savoir. En ce moment, que les réseaux sociaux, ça a comme donné un micro un peu à tout le monde. Puis moi, je fais vraiment gaffe, là, tu sais, j'essaie vraiment de pas dire des niaiseries, tu sais. Puis autant que ce serait facile, t'es assis, genre, on est tout seul, on est les deux, je peux dire n'importe quoi. Ouais. Mais après ça, parce que moi, personnellement, je vis pas bien avec le fait de dire n'importe quoi. Ouais. Mais il y a du monde qui vont dire n'importe quoi, puis avoir des millions de vues, mettons sur TikTok, avec un reach organique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, c'est l'affaire de la tribune, tu sais? Que tout le monde, maintenant, peut avoir une tribune par défaut. Je pense que le prix à payer pour la liberté, c'est ça. Tu sais, je suis un absolutiste de la liberté d'expression, puis de la liberté de pensée, de croyance, de mouvement. Je pense pas qu'il faut de compromis par rapport à ça. Puis si quelqu'un se promène sur les réseaux puis il réalise « Ah man, il y a de plus en plus de gens qui se comportent de façon discutable, mais là, on rentre dans des thèmes de philosophie, mettons. Ouais. C'est-à-dire, il y a assurément des comportements inconsciemment qu'on considère plus vertueux que d'autres. C'est sûr. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est un comportement vertueux? Mais je le sais pas vraiment, là, mais on pourrait présumer qu'un comportement qui encourage les autres à eux aussi adopter des comportements qui créent une espèce de cohésion sociale, une paix, un sentiment de sécurité. Regarde, si on fonctionne juste en termes psychologiques, un enfant qui est dans une maison aimante, son cerveau est détendu, puis il peut explorer le monde. Puis explorer, ça veut dire être curieux, ça veut dire
innover, ça veut dire avoir accès à son génie puis son potentiel. Un enfant qui naît dans un environnement hostile, agressif, violent, il va créer une vigilance. Il va tout le temps regarder autour de lui. Il ne sera pas en mesure de développer des relations humaines. Puis la carence émotionnelle, là, il va la compenser par du plaisir immédiat parce qu'il faut qu'il survive. Il va préférer côtoyer une communauté qui va le pousser à sa perte plutôt que d'être seul avec la carence émotionnelle. Fait que quand tu comprends ça, dans le fond, tu comprends que les millions de vues, c'est un signal. C'est un signal qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, puis qui se sentent seuls, puis qui sont peut-être dans une incapacité à creuser à l'intérieur d'eux vers la part la plus exploratrice, curieuse, douce, calme. Moi, je le prends comme un signal, puis je le prends comme j'en fais pas assez. Moi, j'en fais pas assez. Avec ce que j'ai lu, avec ce que je sais, avec ce que j'ai traversé, j'en fais pas assez parce que ma parole est censée générer plus de connexion avec ces gens-là. Je suis censé plus laisser aller ma parole authentique pour que des gens entrent en contact avec, puis qu'on connecte, puis qu'on comprenne que les deux, en fait, on vient tous les deux d'une place, on a eu des épreuves, des défis, puis tout ça, puis que les deux, on a une intuition qui nous dit qu'on est capable de créer un monde où... J'aime beaucoup le mot innovation, là, parce que je pense vraiment qu'une société qui innove, que ce soit dans comment tu construis des tables, que comment tu écris des romans, là, peu importe. Là, moi, je parle de vraiment toutes sortes d'innovations. Une société qui innove, c'est une société qui est détendue, donc c'est une société qui est en paix. Tu sais, fait que les millions de vues dont tu me parles, ça m'envoie un signal. Moi, c'est comme le marché m'envoie un signal que il y a un problème, donc il faut une solution. Puis c'est probablement à travers l'authenticité, puis comme envoyer un contre-signal à cette réalité-là. C'est fucking bon, ça, man. J'aime vraiment ça, parce qu'on dirait que moi, la première réaction que j'avais quand je faisais ça, j'étais là, genre, ça me fâchait. Même chose. Moi, j'ai la même... Moi, ma première réaction, c'est la même que toi. Exact. Là, juste ça me fâche, parce que j'étais là. Mais là, j'essaie de faire de quoi de bon, d'intéressant, puis ça, en 1 minute, a eu 15 fois plus de vues que mon affaire. Pourquoi? C'est du plaisir immédiat. Exact. Mais on dirait que de la façon que tu viens d'expliquer, on dirait que ça adoucit ça. Puis tu dis, OK, ben maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, c'est ça que ça fait. Moi, comme j'ai la même réflexion que toi, puis j'ai la même impulsion, tout ce que tu viens de décrire, je l'ai aussi. Puis là, mettons, où je suis dans ma vie, puis venant d'où je viens, puis ce que j'ai traversé, j'ai une switch qui s'allume, puis qui dit, t'en fais pas assez. Pas dans le sens que je ne suis pas assez, mais je peux en faire un peu plus. Probablement que je peux prendre un peu plus de responsabilités, prendre un peu plus de risques, créer un peu plus de projets qui reflètent ma vision du monde, ta vision du monde, ce qu'on a en commun. Tu sais, probablement que je peux en faire un peu plus. Fait que c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui, mais ça me fait pas mal de penser comme ça. Ça me botte le cul, mais comme quelqu'un qui m'aime. Comme quelqu'un qui me dit, man, t'es capable d'en faire un peu plus, là. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vraiment hot, man. Je te trouve comme un philosophe des temps modernes, pour moi. Je suis le plus grand imbécile que je connais. C'est important que je le dise. Mais je réfléchis à des affaires comme ça souvent. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à haïr le monde. Tu sais, comme à faire comme, ça c'est poche. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Puis ça m'a tellement pas aidé, là. Ça m'a tellement pas aidé. La seule affaire qui m'a vraiment aidé dans ma vie, c'est des efforts. Rien d'autre. C'est ça qui est weird. C'est fou, hein? C'est faire les choses dures. Exact. Quand tu le ramènes à ce que c'est, plus quelques tripes de moche... Tu comprends que l'effort, c'est la paix. L'effort, c'est l'amour. L'effort,
l'effort, c'est tout. Il y a rien qui dépasse un effort. Ouais, c'est vrai. C'est comme le mot le plus important dans ma vie, genre. À chaque fois que je suis perdu, fais un effort. Juste fais l'affaire que tu veux pas faire. Va prendre la marche que tu veux pas prendre. Fais le ménage que tu veux pas faire. Appelle la personne que tu veux pas appeler. Ouais. Fais l'effort. Puis c'est fou le momentum que des efforts va créer. Ouais, ça te dit... c'est vrai ça, j'allais dire, le momentum. C'est ça le mot que ça fait. À vous, hein? Un truc dur entraîne une confiance de dire, je suis capable de faire la prochaine affaire. Ouais. Puis là, ça te crée... En tout cas, moi, je trouve que c'est le... J'ai dit ça cette année... En tout cas, là, je passe une mini-anecdote, là, mais on a créé un cours en ligne cette année, puis l'année dernière, en 2023, puis c'était la chose que je trouvais le plus dur. Parce que nous, on faisait des vidéos pour les gens, tu nous approches, on fait ta vidéo, on a fini dans un mois, on recommence. Puis on a dit, OK, on prend plus de contrat, on investit, puis on fait un cours en ligne, puis à la fin, il va sortir, puis il va être prêt. Wow. Puis ça, là, j'ai jamais travaillé autant en 3 mois. Là. On a fait 55 vidéos en 2 mois. C'est vrai. Scripté, écrit, filmé, c'était fucking dur. Puis à la fin, qu'on a fait publish, j'ai dit à ma blonde, je sais pas c'est quoi faire de l'héroïne, mais ça, c'est mieux. C'est sûr et certain que ça, c'est mieux. J'étais là, genre, on dirait que j'aurais pu courir. J'étais là, genre... C'était content tellement. La dose de dopamine, là, ça avait aucun sens. Je me disais... fucking faites quoi dur. Vraiment longtemps. Puis après ça, genre, finis-le. Puis après ça, man, c'est mieux que l'héroïne, je suis sûr et certain. Genre. Ah, man, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'espère que, genre, tu sais, quelqu'un qui entend ça, il catch. Tu sais, il catch que, genre, tu sais, c'est juste une question de traverser la période difficile pour avoir le petit moment où est-ce que, genre, t'existes vraiment, là. Tu sais, ce moment-là que tu viens de décrire, t'existais totalement, pis t'es comme... J'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait parce que je devais le faire. Exact. Pourquoi je devais le faire? Aucune liste d'idées. Mais si tu veux, je pense que si tu veux que ta vie fasse du sens comme ce que tu veux, 80% de le style chemin, c'est un peu de la merde, des fois. Mais c'est pour faire la chose que tu veux. Fait que, je trouve ça... Je vais couper une conversation juste parce que j'ai une section de mon podcast que je fais avec mon sponsor. Fait que c'est comme un question-réponse, mais avec mon sponsor. Mon sponsor, c'est l'entreprise Bromard. C'est une compagnie d'affichage. Tu sais, tu parlais de capitalisme sain. Eux, c'est ça, man. Ils sont à Longueuil, pignon sur rue. Les gens passent, ils rentrent. C'est fucking cool, je trouve, comme business. Ils sont vraiment gentils. Ils m'aident à mon podcast, puis... ils font de l'affichage. Ils ont fait ils customent des choses, dans le fond. C'est génial. Mettons, j'ai reçu Bob le chef ici, puis ils ont fait une planche à découper, gravée Bob le chef avec son logo, puis ils sont vraiment cool. Ils peuvent faire ton lettrage sur ton véhicule, ils customer qu'est-ce que tu veux, tu vas les voir. Si tu utilises le code promo NIRI10, tu vas avoir 10% de rabais sur ta première commande. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais aller voir. Pour vrai? Qu'ils font. Ouais, je vais aller voir leur site. Cool. Ben, moi, mettons, juste pour mes trucs d'aventure, quand je me dis, j'aimerais ça que ça soit genre custom comme moi je veux. Je pensais à eux, ma blonde, elle veut faire des affiches pour. Elle travaille pour le pain dans les voiles. La boulangerie de Laurent. Elle est allée voir parce qu'ils sont super quick. Ils sont allés voir Bromard. De best. Puis, on appelle Bromard avec des questions. Fait qu'on commence par B. Batterie. Comment tu recharges tes batteries humaines dans la vie? Le mieux que j'ai trouvé, c'est le sport. J'ai pas les mots pour décrire ce que ça a apporté dans ma vie. Je passais d'un gars qui faisait du sport de façon occasionnelle et dans des contextes amicaux, on s'amuse, on va jouer au hockey dehors. Tu sais, oui, il y en avait dans ma vie, mais à intégrer ça comme brosser mes dents, genre, comme ça bouge pas de mon horaire. Puis ça, pour recharger mes batteries, là, c'est fou comment 1h30 de boxe intensive, ça recharge mes batteries, genre. Puis ça me permet je trouve que ça me permet d'offrir des meilleurs spectacles aussi aux gens parce que c'est très physique être sur scène pendant 1h30 tout ça, puis je trouve que ça fait que j'ai un outil de travail qui est plus pertinent. Marcher dans la nature, bien manger, puis dormir. Moi, c'est des choses que j'essaye comme à chaque semaine.
Des fois, c'est pas à chaque jour, je peux pas faire les 4, mettons, mais je peux quasiment marcher dans la nature à tous les jours parce que j'ai un chien. Nice. Fait que quand, tu sais, comme c'est con, mais la marche avec le chien, avant, j'étais comme, faut que j'aille le promener. Puis là, mais je suis comme, non, man, on va prendre le long chemin, on va prendre le chemin dans la fucking forêt, puis on va prendre le 25 minutes. Fait que j'essaye de timer cette marche-là avec mon chien. Fait que lui, il passe de juste aller faire ses besoins à triper sa vie. Puis moi, je passe de juste aller marcher puis faire quelque chose vite, expéditif, à prendre le temps, puis juste recharger mes batteries là, ou me décharger de tout ce qui est comme négatif. Puis bien manger, bien dormir, passer du temps avec des gens de qualité. Des qualités, je pense que c'est-à-dire être tu te sens détendu avec ces gens-là, tu te sens toi-même, tu te sens à l'aise d'être toi. Fait que ça recharge les batteries pour moi. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser au chemin, tu sais, quand on dit prendre le chemin un peu qui est plus dur, tu sais, au lieu du truc facile. Tu sais, mettons, aller boxer 1h30, c'est pas le chemin, en guillemets, facile. Tu te dis, il faut que j'aille là-bas, ça va être tough, ça va peut-être faire mal. Ou, tu sais, c'est tout le temps le chemin un peu plus dur que tu devrais prendre, no matter what. Puis moi, je parle beaucoup à la partie qui veut pas que j'y aille. Il y a des journées, tout le monde qui ont une activité physique dans leur agenda, ils savent que des fois, ça te tente, des fois, ça te tente pas. Puis la fois que ça te tente pas, ça te tente vraiment pas. Puis moi, je parle à cette partie-là, puis à chaque seconde que je suis en train de le faire, je suis comme, ça, c'est une seconde de plus, motherfucker. Que je suis en train de te battre, man. Ça, c'est une seconde de plus que ce que toi, tu voulais pas que je fasse. Fuck you, genre. Puis genre, même si c'est tough, même si ça me tente pas, genre, je suis comme... À la fin, je suis juste comme, man, I did it. Il voulait 0 minutes, lui, là. Puis moi, je suis comme, j'ai viens de rentrer 45 minutes. C'est 45 de plus que le 0. Fait que je fonctionne beaucoup comme ça. Mais même artistiquement, c'est la même... C'est la même affaire. Tu veux pas le faire, mais tu le fais, puis rencontre. Quelle est ta rencontre la plus marquante? Ma rencontre la plus marquante? Probablement mon épouse. C'est probablement la personne la plus marquante dans ma vie. Parce que c'est vraiment elle qui m'a... je pense pas que c'est ça qu'elle voulait faire, mais elle m'a fait passer de être un garçon à être un homme. Tu sais, comme elle m'a fait... la façon qu'elle se comporte avec moi, ça m'a invité à vouloir être un homme plus responsable, puis plus conscient de son environnement, puis des gens avec qui il est, puis de la place qu'il occupe dans sa famille, dans sa communauté, l'impact qu'on a sur les autres, tout ça. Parce que c'est une femme qui est très, très à son affaire, très aimante, elle prend soin beaucoup des gens, puis je pense que ça m'a inspiré à quitter l'immaturité qui accompagne la vie artistique. Je comprends. De crétin à philosophe. Exact. Parce que quand t'es dans la vie artistique, tu peux te faire croire que genre... tu sais, tout est genre... c'est juste, il faut avoir du fun, puis genre... Mais comme, non, genre... non, maintenant, je me sens comme... Je sens que c'est plus important d'avoir une vie familiale, intime, qui est entretenue, pour que la vie artistique, après, prenne du sens. Je pense que j'offre des meilleurs projets aux gens depuis que je prends soin de ma vie familiale. Tu sais, mes 4 derniers projets que les gens ont vraiment aimés, c'est tout relié à mes changements de vie plus posés dans la famille, puis prendre le temps de travailler après. Ouais. C'est vraiment hot. Objectif. Un objectif que tu as, mettons, court, moyen terme. Court, moyen terme? Ouais. Moyen terme. Court, moyen terme. C'est vraiment une bonne question. J'ai trop de... Tu peux juste en nommer je suis comme tout le temps tu sais, j'ai toujours l'impression à la fois que genre j'ai tout ce que je devais faire a été fait. Puis il y a encore beaucoup de choses à faire. Je me sens entre les deux. OK. Je regarde en arrière, puis je suis comme, OK, ça, c'est fait. Là. Comme j'ai mis un point final sur beaucoup de projets puis d'objectifs. Là, je te dirais que, sans rentrer dans les détails, moi, je travaille principalement en humour, en fiction puis en musique. Ça, c'est les 3 domaines dans lesquels j'ai vraiment consacré beaucoup de mon temps.
évidemment, mon but, c'est de maîtriser mon style dans les 3 affaires. Puis, quand j'ai fait mon dernier album, j'ai travaillé avec une équipe vraiment magnifique, le band, puis ça m'a fait réaliser que c'est vraiment important de créer des environnements où tout le monde peut artistiquement ou créativement apporter quelque chose, puis que la richesse de cet échange-là, en soi, là, c'était comme une solution à bien des problèmes que moi, je voyais dans la vie. C'est-à-dire, je peux pas changer le monde, right? Je peux pas créer un système parfait dans lequel je me suis comme, ce système-là, il est parfait. Mais je peux créer des petits projets, des petites entreprises, entre guillemets, artistiques, là, des projets de fiction, des trucs qui regroupent des univers qui vont tous s'exprimer puis qu'on va vraiment... on va vraiment être capable d'extraire beaucoup d'humanité puis de richesse de ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment motivant. Puis je peux l'accomplir à petite échelle. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de rêver à un projet à 20 millions pour accomplir ce que je viens de te dire là. Ça s'accomplit à 20 millions ou à 50 000 $. Fait que dans ce sens-là, je trouve que mes prochains objectifs, c'est de faire moins de projets pour moi, plus de projets pour des équipes qui peuvent interagir, créer, se dépasser. Ça, ce serait mon prochain... dans les prochaines années, je me concentre là-dessus. OK. Vraiment nice. Mantra. Ton mantra de vie ou ton mantra préféré? Mais on en a un peu parlé tantôt, mais genre, à un moment donné, j'ai eu une pensée, puis j'en parle dans le Québécois Tabarnak, mais c'est une pensée qui est vraiment importante. Pour moi, c'est le genre de pensée qui a cliqué, puis ça, comme j'ai vu mes comportements modifiés après, je me disais, il y a quelque chose dans le mot amour qui est difficile pour moi c'est difficile pour moi de parler de ce concept-là puis d'avoir l'impression que je le comprends. Je sais que ça existe, mais je suis pas sûr que je le comprends tant que ça parce que tout le monde a l'air d'avoir un peu sa propre définition. Mais quand j'ai compris que à chaque fois qu'il était question d'amour, il y avait un effort qui était requis, j'ai compris que j'ai pas besoin de comprendre l'amour si je comprends l'effort. Puis que l'acte de foi, c'est que l'effort va se traduire en amour ou en paix. Fait que pour moi, l'effort est roi. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de me dire à tous les jours. Que j'ai un conflit avec un individu, je fais un effort de piler sur mon orgueil. Que j'ai pas envie d'aller faire un show, je fais un effort de piler sur ma paresse. Où cette journée-là, je me sentais pas à mon maximum. Fait que j'essaie de toujours me mettre dans une idée que mes efforts vont créer comme un endroit où il y a plus de paix et d'amour que si je l'avais pas fait. Fait que mantra, l'effort est roi. L'effort est roi. Ouais. Fucking nice, man. Apprentissage. Un apprentissage que tout le monde devrait savoir. L'art d'apprendre. Ça, c'est... trop tard dans ma vie, j'ai compris que l'école... c'est assurément pas, là, telle qu'on la connaît, assurément pas la façon optimale d'aller puiser dans le génie des gens. Je pense que c'est comme... c'est peut-être à 17% de ce qu'on est capable de faire. Malheureusement, le concept d'école est entre les mains du gouvernement, puis le gouvernement, c'est un politicien, c'est pas quelqu'un qui a du talent en comprendre les humains. C'est quelqu'un qui a du talent en influencer les humains pour avoir des votes. C'est très rare des politiciens qui vont marquer l'histoire par leur humanité puis leur connaissance de l'être humain. Fait que l'école est entre les mains de gens qui connaissent pas les humains. Je veux pas dire qu'ils sont pas bons ou whatever, ça me regarde pas. Ce que je peux dire, c'est que j'ai appris à apprendre à l'extérieur de l'école. J'ai appris l'art de la curiosité, l'art de creuser, l'art de de jamais dire je suis pas capable de le faire, je vais aller regarder comment ça se fait, de demander de l'aide, d'ouvrir des livres, d'écouter des podcasts sur quelque chose que je connais fuck all, mais que genre à force de m'y exposer, je vais commencer à accumuler des informations
qui vont me faire passer d'analphabète à lettré, tu sais, dans un domaine. Ça veut pas dire que tu deviens le meilleur, mais ça veut juste dire je suis capable de... Fait que l'art d'apprendre, là, c'est un art qui devrait pas être entre les mains de l'État, qui devrait être entre les mains des individus. C'est un art, à mon avis, qui, civilisationnellement parlant, là, je pense que ça peut comme amener tout le monde à... Le but, c'est que le plus d'êtres humains possible s'expriment de manière authentique. C'est ça le but. Peu importe ce que authentique veut dire. Fait que quand tu sais comment apprendre, t'es libre. Le savoir libère les esprits. Puis quand je parle de savoir, moi, je trouve ça vraiment important de dire savoir entretenir un jardin, c'est aussi important pour moi que savoir faire une chirurgie à cœur ouvert. Je hiérarchise pas ces affaires-là. Pour moi, tout est important dans l'art de l'apprentissage. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je vais en revenir après le segment de l'apprentissage. Dernière lettre, résilience. Une épreuve qui t'a rendu résilient. Une épreuve qui m'a rendu résilient. J'en ai beaucoup. C'est vraiment difficile. Je sais comme laquelle choisir. Je sais pas. Tu sais, une épreuve qui m'a rendu résilient. Ben, tu sais, mais on n'avait pas beaucoup. Tu sais, j'ai vécu toute ma vie dans des appartements. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais mes parents, ils travaillaient fort. Ma mère travaillait vraiment fort. Ma mère a toujours eu plusieurs jobs. Puis c'était vraiment important pour elle que, genre, on comprenne que... ma mère disait toujours « chacun sa récolte ». Toujours ça. Elle disait toujours ça. Tu regardes pas la récolte des autres, tu regardes ta récolte à toi. Puis tu comprends, mettons, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour récolter mieux, récolter plus. Puis aussi, demande à ton voisin comment lui a fait pour récolter plus. Puis probablement que il va vouloir t'aider. Il y en a qui vont vouloir, il y en a qui vont pas vouloir, mais il y en a qui vont vouloir. Fait que chacun sa récolte. Moi, je trouve que venir du bas de l'échelle socio-économique, ça veut pas dire que tu viens du bas de l'échelle spirituelle, ça veut pas dire que tu viens du bas de l'échelle psychologique, intellectuelle. C'est juste économique. Fait que j'ai un grit puis un hustling qui vient de cet écosystème-là que tu peux pas apprendre. Tu peux l'apprendre, mais en tout cas, il t'est donné dans cet écosystème-là. Tu as juste à regarder autour de toi, puis le hustling, fait que moi, je pense que ça m'a vraiment aidé dans le milieu artistique à tout ce que j'ai appris dans d'où je viens. Là, c'est vraiment la résilience à laquelle j'ai été exposé. Des gens qui abandonnent jamais. Oui, vraiment. C'est intéressant. Tu parlais de justement, tu viens de mettons, cette situation économique-là dans ta vie, est-ce que ça t'a mis une certaine pression quand tu as commencé à travailler? Parce que j'ai vu ça, moi, souvent, des fils-filles d'immigrants qui vont avoir une pression vraiment démesurée sur leur épaule, que ce soit inconsciemment mis par les parents ou consciemment, parce qu'ils se disent « mes parents ont tellement fait pour moi. Ils ont littéralement sont partis de quelque part, puis sont venus dans une nouvelle place, tout abandonné pour que leur descendance ait une bonne vie. Fait que j'ai pas le choix de réussir. T'avais-tu cette pression de performer, là, toi, au début? Ben, c'est comme plus... c'est plus insidieux que ça, parce que on dirait... C'est la méthode que beaucoup de parents vont employer pour compenser des qualités de leadership qu'ils n'ont peut-être pas. Je comprends. Puis des qualités de leadership qui vont faire que l'enfant, de toute façon, il est habité par un besoin de plaire à ses parents. Puis il est habité par... Fait qu'ils vont utiliser de la culpabilité, pas parce qu'ils sont méchants, mais justement parce qu'ils ont tellement peur de pas être capables de transmettre leur message. Puis là, ce que ça fait à l'enfant, c'est qu'il sent que sa place dans la famille est conditionnelle à son succès. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Mais en même temps, c'est vraiment bon que l'enfant comprenne que man, on s'attend à quelque chose de toi, là. Tu comprends? On s'attend à te voir
te dépasser, t'accomplir. Le bout qui manque, c'est vraiment comme transmettre le message que ta place dans la famille est inconditionnelle. Ça, c'est difficile de sentir que si t'as pas les bonnes notes, t'es out. Si t'as pas telle affaire, parce qu'après, dans ta vie, tu regardes tout comme ça. Tu te promènes dans le monde, puis t'es comme... Ben, si je fais une erreur dans ma discussion aujourd'hui, je suis dégagé. Comme, c'est comme si tout était à l'eau. Là, c'est pas bon de vivre comme ça. Mais oui, ça vient avec une pression. Mais je pense que, moi, je connais beaucoup d'immigrants qui ont grandi dans des milieux plus aisés. Puis ça vient pas avec ça. Fait que je pense que c'est aussi propre à la condition socio-économique. C'est-à-dire, il y a une raison pour laquelle les gens restent coincés. Puis souvent, c'est parce que il y a des ressources qui ne se sont pas rendues. Moi, je trouve que j'ai vu beaucoup de gens quitter rapidement mon immeuble à logement où j'ai habité, puis j'y repense puis clairement, les ressources, ils étaient allés les chercher. Il y a des gens, ils connaissent pas vraiment... Ça dépend, ils viennent d'où. Ils viennent-tu d'une famille que ça fait 4 générations qu'il y a des problèmes d'addiction, il y a des problèmes de consommation. Fait que là, ils sont pas dans un état d'esprit qui est dans l'exploration, d'aller chercher des ressources, tout ça. Fait que je trouve que c'est ça, s'assurer que des ressources se rendent pour que les gens comprennent qu'il y a d'autres façons d'encourager les jeunes. Mais tu sais, je vieillis, moi je deviens un adulte, puis je comprends que les gens font de leur mieux, puis tu sais, les gens font de leur mieux. It is what it is. Ouais. Puis toi, quand tu as commencé ta carrière d'humoriste, puis tu sais ça, on l'a entendu plein de fois, au début, tu fais des bars, là, tu te fais payer genre 25$ ou une pinte de bière, puis tu continues comme ça. Comment toi tu vivais cette partie-là de... Je suis jeune, mais je fais pas d'argent. Mais là, je vois mes amis aller à l'école. Puis là, eux, ils pognent une job, ils font un salaire d'adulte. Puis là, moi, je suis comme dans un bar. Comment tu vivais ça, à ce moment-là? Ben moi, j'ai vraiment commencé à faire de l'humour parce que j'avais commencé à voir que je m'en allais vers un mauvais chemin. Un chemin disons que je côtoyais beaucoup de mauvaises... Pas de mauvaises personnes, c'est des bonnes personnes, mais... C'est ça. Des gens qui font des mauvais choix. Des mauvais choix, exact. Ouais. Je côtoyais trop de gens qui faisaient des mauvais choix, fait que par la force des choses, j'en faisais aussi. Puis je me suis retrouvé dans des situations vraiment épeurantes, puis je voyais 2 chemins qui s'ouvraient devant moi, fait que j'ai fait comme, OK, je vais aller all-in dans les arts, je vais aller all-in en humour, puis ça, c'est peut-être l'affaire la plus importante de ma personnalité au moment où je commence l'humour, c'est que j'étais vraiment sincère quand je me disais à moi-même que je serve un café à tous les jours là, à une équipe chez Juste pour rire ou que j'ai un one-man show, je m'en fous. Je veux juste travailler puis gagner ma vie dans un domaine que je trouve passionnant. J'étais à l'aise dans mon fort intérieur avec passer le balai, servir des cafés, faire des photocopies. J'étais comme, si moi, je peux juste regarder comment ce monde-là travaille, je vais être heureux. Puis je pense que j'étais honnête avec moi-même. Puis ça m'a, à quelque part, ça m'a enlevé une pression. Parce que c'était vrai. Je me mentais pas. Je passais pas mon temps à dire ça au monde. Moi, je rentrais chez nous en autobus, puis j'étais comme, honnêtement, si un jour, je peux juste rentrer dans l'immeuble de Juste pour rire, là, je vais tellement être content. Tu sais, comme j'avais, comme une... Je dis pas que j'ai pas un côté de moi qui était arrogant, puis que je veux plus, puis je vais leur prouver, mais j'avais aussi une petite partie de moi qui était quand même humble, dans le sens, si je peux juste rentrer dans l'immeuble, je vais être content. Fait que c'est sûr que genre ça, je trouve que c'est tellement un mindset essentiel à
à commencer à faire les choses, là, Ouais. qui peut te pousser à commencer à faire les choses. Salut guys, si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez que j'ai une compagnie de production vidéo qui s'appelle HXN Media. On fait plein de vidéos pour plein de belles et grandes entreprises et maintenant, mon partenaire Henri et moi, notre but maintenant, c'est de donner le plus de contenu et de valeur possible à tout le monde pour rendre la production vidéo accessible. Donc, on a créé une formation complètement gratuite d'environ 30 minutes, remplie de valeur avec nos meilleurs trucs et astuces pour faire des vidéos qui look professionnelles. Que tu travailles en marketing, que tu sois créatrice ou créateur de contenu, que tu sois travailleur autonome ou entrepreneur, ou même que tu veux te partir un personal brand ou que tu as un projet que tu veux mettre de l'avant. De nos jours, la vidéo, c'est trop important pour que tu saches pas comment faire. Donc, si tu veux savoir comment créer des belles vidéos par toi-même ou en savoir plus sur notre compagnie HXN Media, tu peux aller voir dans la description, j'ai mis tous les liens. Quand on retourne au podcast, bonne écoute. C'est quand même fou ça. On dirait que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là quand ils commencent, peut-être même plus dans le milieu peut-être de l'humour ou des arts, parce que si tu fais de l'humour, souvent tu te dis, je pense, je veux dire mon message, je veux communiquer mon message. Puis toi, au moment que tu avais cette mentalité-là, puis là, tu as vu que ça a commencé à fonctionner, puis là, tu as écrit ton premier one-man show. Comment, ton ego, qu'est-ce qui s'est passé dans ton ego, tu sais? C'est pas bon, puis ça se verbalise pas quand tu le vis, parce que tout le monde intérieur, puis on est tous des humains, puis on le vit tous à différents moments, à différents degrés. C'est un monde de sensations, right? Puis comme si personne t'apprend à déceler tes sensations, à comprendre que quand je dis ça, je me sens pas bien. Quand je fais ça, je me sens pas bien. Quand je pense ça de quelqu'un, je me sens pas bien. Quand je pense ça de moi, je me sens pas... Quand je fais ça, ça me fait du bien. Quand je dis ça, ça me connecte avec la personne. Si tu n'apprends pas à déceler les différentes sensations du monde psychologique, psycho-émotionnel, tu es comme un peu pogné à te faire guider par les forces les plus puissantes en toi qui étaient à ce moment-là, moi, prouver comme quasiment comme me venger de comment je me sentais quand j'étais petit. Je vais y arriver, esti, je vais dans ma tête, mais moi je le disais pas ça, mais il y avait clairement une énergie qui est comme je veux leur prouver, je veux leur prouver, je veux leur prouver. Fait que quand ça fait 10 ans que t'es dans ça, c'est pas bon pour l'ego. Fait que la meilleure chose que j'ai faite par rapport à ça, moi, c'est d'en parler, de travailler avec des gens qui sont experts là-dedans, qui ont consacré leur vie à ça, puis d'apprendre à distinguer qu'est-ce qui vient de toi, de ton vrai toi, puis qu'est-ce qui vient de comme ton ego qui est une machine de survie, de subsistance, puis qui veut rien savoir de ton côté plus humain. Fait que c'est important. Si quelqu'un se lance dans je trouve dans la vie publique, là, c'est important de comprendre que même de façon préventive, c'est bon d'aller comme s'éduquer sur ça, puis de comprendre que si tu le regardes pas, ça va tirer des ficelles pour toi. Puis si tu fais pas des choix conscients comme toi, tu t'es dit de aller en nature. Pas tout être dans le showbiz. Exact. Parce que sinon, tu le nourris. C'est parce que lui, c'est ça qu'il veut. Ouais, c'est ça. Chaque fois, j'ai écouté un podcast avec Tom Holland, avec Jay Shetty. Puis il parlait de ça, justement. Tom Holland disait, tu vas jamais me voir un événement, un truc de prix que je suis pas obligé d'être là. Parce qu'il était comme, sinon, c'est juste à 100% pour me sentir cool. Exact. Puis ça, je trouvais ça tellement real chez les gens. Je suis d'accord avec lui. Puis lui, au niveau où est-ce qu'il est, c'est encore plus difficile de prendre cette décision-là parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui l'adulent, qui l'aiment, puis tout ça. Donc, à mon échelle, à moi, c'est même pas comparable, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est important de faire l'effort de s'extraire tu sais, c'est comme, mettons, c'est pas parce que tu fais des shows dans les bars que tu dois être dans les bars quand tu fais pas de show. C'est vrai. Ce que je veux dire? C'est comme, sors du bar, là, t'es pas en show, qu'est-ce que tu fais? Et quand t'es en show, vas-y. Vas-y. Ouais, je comprends. Et il y a une histoire que tu as racontée, puis ça m'a resté dans la tête, puis je l'ai racontée à tellement de monde, mais j'aimerais ça, si ça te tente, que tu en parles. Tu avais parlé que
tu as eu la chance d'aller voir des maisons de milliardaires en Californie. Ah oui, t'avais entendu ça? Au podcast de Jay, justement. Ouais. Puis moi, je te jure, j'y pense à chaque année. C'est vrai? Ouais, je te jure parce que... C'est vrai? Je te jure parce que... J'étais sûr que genre... Ça passait dans le beurre. Ça passait dans le beurre, puis que je me suis quasiment senti stupide d'avoir parlé de ça. Pour vrai? Ben non, man, c'est... Ouais, parce que j'étais comme... C'est-tu moi qui... Parce que des fois, je vis des affaires, puis on dirait... J'ai l'impression que vu que ça... Dans le moment... ou dans les semaines qui suivent, ça résonne pas, ça crée pas d'écho direct, comme là, ce que tu viens de faire, tu me dis que ça a connecté avec toi, fait que moi, ça m'envoie un signal. Il faut raconter plus ces histoires-là. Non, mais bro, ça, cette histoire-là, c'est... Parce que, pourquoi j'y pense, puis les gens, tu vas comprendre après que j'ai expliqué, c'est que j'y pense parce que moi, je suis dans un milieu entrepreneurial, puis l'objectif, c'est toujours de se dire comment je peux vendre plus mon produit. C'est à ça, je me réveille le matin, puis pas dans un but de genre, je veux être milliardaire, mais dans un but de, moi, je veux vivre de ce que je fais, puis je veux avoir des ressources pour faire d'autres choses. Mais à un moment donné, quand tu penses juste à ça tout le temps, tu peux commencer à dire, ben, pourquoi je vise pas des milliards? Pourquoi? OK, fuck that. On vend plus de vidéos, man. On vend, je sais pas, des trucs que ça pourrait être vendre à l'international sans arrêt. Fuck that, on change, là, tu sais. Ça change rien, vendre ça ou ça, tu sais, au final. Mais après ça, je me rappelle de cette histoire-là. Puis je me dis, non, man. Faut que tu fasses des choses que t'aimes. Puis si tu veux raconter cette histoire-là, ça serait vraiment cool, man. Ben oui. Ben, moi, dans le fond, je pense que c'était en 2015 ou 2016... dans ces eaux-là, je pars en voyage avec mon ex-copine, puis ça donne que sa tante travaille en Californie. Puis c'est une espèce de gestionnaire des équipes des maisons de milliardaires. Fait que dans le fond, les milliardaires, souvent, de ce que j'ai appris à ce moment-là, moi, je savais pas. Là. Moi, ce qu'il faut comprendre, il faut le voir de mes yeux d'un gars qui est littéralement passé d'habiter dans un des quartiers les plus... que tu veux, tu sais, que genre, tous mes amis veulent pas habiter où j'ai grandi. Moi, c'est comme ça que j'ai su que... tu sais, mes amis cherchaient des apparts à m'amener. Je suis comme, mais il y a de la place dans mon immeuble. Ils sont comme, t'es-tu malade? C'est là que j'ai compris, j'étais comme, vous aimez pas où j'ai habité? Alors, moi, j'ai toujours été bien, mais en tout cas. Fait que moi, je sors de là, j'arrive dans le milieu des arts, je connais rien d'autre que mon milieu puis les arts. J'ai pas vraiment jamais côtoyé des milliardaires ou des millionnaires. Je savais même pas que ça existait dans ma tête. Je pensais même pas à ça, tu sais. Moi, je pensais que tout le monde avait vécu un peu comme moi. J'étais un peu naïf, tu sais. Puis là, j'arrive là-bas, puis j'apprends, non, elle gère des équipes. Fait que dans le fond, les milliardaires, ils ont souvent 7, 8, 10 maisons à travers le monde. Ils ont une maison où ils font du ski. Mais ces maisons, on s'entend, c'est des temples, des châteaux. Là. C'est gigantesque. Là où ils font du ski, là où ils vont à la plage, là où ils parquent leur yacht. Fait que c'est une réalité. Et cette femme-là, elle s'occupait de quelques maisons en Californie. Puis, elle nous dit, moi, j'ai des commissions à faire aujourd'hui. Si ça vous tente, je vous fais visiter les maisons. La première maison qu'on a visitée, elle nous explique, c'était malade, là. Comme, j'ai visité une maison de milliardaire comme si je visitais un musée. Elle m'a fait visiter comme chaque... Donc ici, nous avons la collection d'art. Exactement. Donc ici, nous avons le lobby. Le lobby, c'est plus grand que genre tout ce que j'ai vu dans ma vie. La cuisine. Mais dans la première maison, ce qui m'avait vraiment fasciné, c'est que il y a tellement de gens qui travaillent. Puis comme eux, là, ça fait 3 mois, ils sont pas venus ici. Ils s'occupent du jardin, s'occupent des chiens, s'occupent de ci, de ça. Comme il y a plein de monde qui travaille. C'est une business. Il y a plein de gens que c'est leur gagne-pain, c'est ça. Puis je suis comme, damn, là, je traverse la chambre à coucher du gars, puis je suis comme, oh mon Dieu, on a tellement pas eu la même vie aussi, genre. Sa chambre à coucher est grande comme un étage de l'immeuble où est-ce que j'exagère, là, mais tu sais, c'est comme 3-4 appartements, là, tu sais. Puis là, elle nous explique que cette famille-là, en ce moment, ils sont à Aspen parce qu'ils font du ski. Je sais pas quoi. Puis on en visite une autre après, puis c'est vraiment celle-là qui m'a traumatisé.
on rentre dans la maison, puis je veux que les gens voient Je veux que les gens voient. On rentre dans la maison, puis le lobby donne sur une espèce de... comme un salon, puis il y a au moins 10 chiens afghans. Les chiens afghans avec les longs poils, là, sont au moins 10. On dirait un harem de chiens afghans. OK? On dirait genre tu rentres dans une maison d'échangistes là. Il y a comme une vibe de genre qu'est-ce que vous crissez là? Genre, allez vous êtes pas les bienvenus. Ils sont tous là, ils nous regardent là, les chiens avec ils sont tous bien bien peignés. Genre ils sont dans une espèce de harem de chiens, mais je sais pas. Ils sont là, ils nous regardent tous les chiens, puis c'est comme un peu étrange. Puis la madame qui s'occupe des maisons, elle part, la tante, elle part quelques minutes, puis tout le long, je regarde les chiens, puis j'entends ça arrête pas, là. Puis là, en plus, ça sent vraiment les chiens dans la maison, puis là, elle revient, puis elle fait « OK, on peut y aller ici, on va pas visiter parce que, tu sais, c'est moins intéressant ici. » Puis là, je suis comme... C'est qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces gémissements-là? Elle est comme, ça, c'est la propriétaire. Puis là, je suis comme... Qu'est-ce qu'elle a? Puis elle est comme... C'est pas vrai, ma première réaction, c'est de me sentir mal de visiter la maison de quelqu'un qui est là. Puis là, elle fait, non, fais-toi-en pas. Elle n'est pas sortie de sa chambre depuis X nombre de temps. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est quelque chose que 6 mois, là. OK? Ça fait longtemps. Puis elle gémit non-stop. Elle fait juste gémir. C'est une milliardaire dans son lit. Depuis 6 mois, elle ne fait que gémir. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, c'est parce que cette femme-là, dans sa famille, il y avait des problèmes de genoux. Fait qu'elle n'avait pas de problème de genoux, mais elle a décidé préventivement de se reconstruire les genoux. Puis ça s'est mal passé, la réhabilitation. Puis là, elle est sur médication painkillers, genre. Elle a tellement mal, elle est sur des médications tellement intenses que tout ce qu'elle fait, c'est être dans sa chambre puis gémir. Puis le monde lui amène de la nourriture... Puis des fois, elle sort un peu de sa chambre, mais genre, elle est pognée là. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ah, mon Dieu, elle a tout l'argent du monde, mais son cerveau l'a amenée à une place à se charcuter les genoux, puis elle est pognée dans sa chambre. Fait que j'ai comme catché à ce moment-là par une symbolique trop puissante que moi, je peux pas aller voir le petit Adib de où est-ce qu'il vient, puis de lui dire « T'es moins chanceux qu'une milliardaire. » Moi, je me sens plus chanceux. À ce moment-là, je comprends que je suis plus chanceux qu'elle. Parce que j'ai accès à toute la beauté du monde, tout ce qui est gratuit, là. Toute la richesse humaine, toute la créativité, toutes les discussions, tous les sourires, être heureux pour quelqu'un, tout aller à la plage, faire un petit voyage. Ouais. Tu sais, tout ce qui est comme la beauté du monde, c'est accessible, mais pas à elle. Fait que là, ça a comme cliqué dans ma tête que genre, je n'ai pas à... C'est un crime d'envier quelqu'un qui a plus que toi, puis on le fait tous, je le fais. Moi, je le fais... Comme on disait tantôt, c'est des impulsions, c'est comme des émotions qui viennent, puis là, OK, fine, c'est venu, mais la réalité, c'est que si tu prends le temps de ressentir les choses telles qu'elles sont vraiment, quelqu'un peut être milliardaire puis avoir une vie nulle à chier comparée à la tienne, qui a rien, mettons. Fait que tu peux pas te comparer, ça sert à rien, puis j'ai vraiment beaucoup appris de cette... de cet événement-là, man. Je suis marqué à tout jamais, là. Bro, j'ai le son dans ma tête, j'ai les chiens, ça part pas, là. Bro, on dirait que cette histoire-là, je sais pas si le monde, ça résonne autant avec eux que moi, quand j'entends cette histoire-là, je trouve ça fucking... Genre... C'est intense, fou, man. Là. C'est intense. C'est là. Intense. Ça m'a été donné comme un cadeau, puis je suis content de le partager avec tout le monde. C'est important que, genre, comme on disait, comme t'as dit, genre, je veux de l'argent pour faire
mes projets pour pouvoir avoir des ressources, puis comme, dans le fond, à quelque part, trouver une façon de me développer pour contribuer plus encore au monde. Exact. Mais en aucun cas, ça veut dire que si à l'intérieur de là, tu es déconnecté de là, ça se peut que... Si ta tête et ton cœur suivent pas. Ils suivent pas, ça se peut que tu trouves ça normal de charcuter tes genoux pour rien. C'est quand même la symbolique des genoux, là. Ouais. Si tu le regardais comme d'un point de vue juste métaphorique, là, c'est ce qui te permet de te déplacer. Ouais. T'es en mouvement. Mm-hmm. On parlait de momentum, Oui, d'effort. C'est comme la chose qui te permet de créer du momentum physique dans ta vie, puis à se les enlever elle-même. Man, c'est complètement fou. C'est débile, là. Je sais pas si, en tout cas, moi, je trouve ça complètement fou, là, comme histoire. Je trouve ça Moi aussi. fou, man. C'est moi, fou. Tu m'en reparles, puis je suis comme, des fois, j'y repense au moins une fois par année depuis que ça m'est arrivé. Une fois parce que des fois, on check sur Instagram, whatever, des vies de milliardaires, puis je suis comme, je sais que t'es pas... Mm-hmm. Moi, je sais que quelqu'un qui est heureux, j'en ai connu, moi, des gens heureux qui ont le bonheur facile puis simple, là, puis je m'inspire d'eux, puis c'est pas des gens qui... C'est pas des gens que... Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils ont, ça a tout à voir avec leur capacité d'être réellement heureux pour les autres. Oui, vraiment. Puis réellement profiter de la présence des gens qu'ils aiment, puis de la beauté du monde. Oui, vraiment. Genre, moi, si j'entends encore une fois la phrase, quelqu'un qui me dit « J'aime mieux pleurer dans ma Ferrari que... » Ah, il y a du monde qui dit ça! Attends, j'aime mieux pleurer dans ma Ferrari, que pleurer dans mon Honda Civic, genre. Ferme mes vos gueules, man. J'haïs ça, cette phrase-là, parce que, man, c'est quoi ça? Parce que, genre, je sais pas, vous êtes déjà rentré dans une Ferrari, c'est cool. Ouais. That's it. Puis après 10 fois, c'est sûr que tu t'habitues. Puis genre, en tout cas, l'affaire que moi, j'ai comme je t'avais dit, tu sais, j'ai vécu à Madagascar, tu sais, 3e pays le plus pauvre au monde à ce moment-là. J'ai grandi pendant 1 an là, j'allais à l'école là, avec mes cousins et cousines, puis leurs amis à eux, puis man, qu'est-ce qu'on faisait pour jouer? On jouait avec des roches, on tapait sur une roche pour faire parler la roche, on trouvait des trucs de carton, mais on descendait les rues d'asphalte avec... Puis c'était the best fucking time. Puis ces gens-là, tout le monde, sans exception, que j'ai rencontré là-bas, ont le bonheur plus facile. Ça veut pas dire qu'ils ont moins de souffrance. La souffrance, quand t'as pas d'argent, quand t'as pas beaucoup d'argent, le manque d'argent, ça peut créer de la souffrance. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas parce que nous, on a plus d'argent que je vais être plus heureux automatiquement que quelqu'un qui en a moins. Exact. Puis, il faut que je dise ça, là, j'étais en brousse en décembre, mais vraiment loin. J'ai un village qui n'a pas d'électricité puis qui a une route asphaltée. Puis, je marchais dans entre des maisons parce que quelqu'un voulait nous accueillir. Puis, il y avait des enfants qui jouaient avec un morceau de fil, puis ils ont accroché même 2 libellules après ce morceau-là. Puis, ils lançaient les libellules, puis ça faisait genre voler leur bout de ruban. Oh mon Dieu, les libellules volaient? Les libellules volaient un petit peu, puis là, ils redescendaient. Puis moi, j'étais là. Puis j'ai jamais vu du monde rire avec un sourire aussi franc. Puis je me disais, après ça, tu vas me dire que nous... qui game tout le temps ou que whatever, tout le temps sur son cell, être plus heureux. Moi, j'en doute vraiment big time. Là. Fait que, en tout cas. Mais c'est calculable. Ce que tu as ressenti, c'est qu'il vibre à une fréquence plus élevée. Puis ça n'a rien à voir avec combien tu as dans tes poches. Ça a à voir avec la connexion que tu as avec ce qu'il y a de... Il y a quelque chose de mystérieux dans l'humain qui est... Comment tu sais, des fois, je marche, mettons, dans la forêt, puis là, si c'est l'hiver, là, en ce moment, c'est l'hiver, fait que là, je suis comme, OK, les arbres, malgré que c'est l'hiver, ils sont là, c'ti. Fait qu'il y a quelque chose, il y a une énergie, l'affaire qui fait que les choses poussent, existe même quand il fait vraiment froid. Il y a comme une vraie énergie qui fait que... Il y a une vraie énergie qui fait que les choses... Tu sais, quand le printemps arrive, tu vois les affaires pousser. C'est quoi cette affaire? Comme, scientifiquement, on peut l'expliquer, mais il y a quand même... Il y a quelque chose qui fait que
l'énergie, genre, elle existe tout le temps. Puis nous, les humains, on fait partie de ce mystère-là aussi, de genre, what the fuck? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vie mystérieuse? Genre, c'est quoi cette énergie-là? Puis je pense que, comme ce que tu viens de décrire, c'est des enfants, des êtres humains qui sont capables de juste comme qui tapent into cette énergie-là. Une énergie qui est plus, genre, abondante. Ouais. Puis c'est pas parce que, genre, on est ici, puis qu'on game, comme tu as dit, que ça veut dire qu'on est en train de taper, de puiser dans cette abondance-là. C'est tellement un mot important. Genre, exact. Il y a comme une abondance à l'intérieur des humains. Puis c'est un art pour nous ici de développer ça, alors que dans d'autres pays, moi j'ai été au Sénégal, là, je suis marqué à tout jamais par l'énergie que j'ai ressentie là-bas. C'est fou. Hein? À tout jamais. Puis quand je vais au Maroc, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des places sur Terre que tu le sens, l'énergie, elle vibre à une autre fréquence. Puis ça veut pas dire je pense qu'on est capable ici aussi d'amener ça. Moi, je sens vraiment qu'il y a comme un désir, en tout cas collectif, de plus en plus, de faire quelque chose de bien avec ce qu'on a ici. Oui, vraiment. Puis une de mes dernières questions, vu qu'on est sur la fin, c'est la musique. Ouais. Pourquoi tu as commencé à faire de la musique? C'est vraiment une longue réponse. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, là, mais moi, dans le fond, je commence à faire ma première tournée, j'ai 24 ans. Puis à cette époque-là, je sors de mon écosystème qui était Ville-Saint-Laurent, Parc Painter, puis je me retrouve dans un autre écosystème, puis je suis comme beaucoup de pression. Je travaille avec des gens avec qui je partage aucune valeur. Okay. Mais à ce moment-là, je le sais pas, je suis trop jeune pour mettre en mots l'expérience. Fait que je fais que ressentir la différence de valeur, puis la différence de désir, puis de besoin, et je le vis comme une injustice, puis je le vis. Malgré que ma carrière va super bien, moi, psychologiquement, ça fait que aller de moins en moins bien dans un domaine qui pourtant m'avait apporté beaucoup de sentiment d'accomplissement. Fait que là, je le ressens de moins en moins. Puis, je me dis, à un moment donné, je passe devant un magasin de musique, c'est comme, je suis en train d'approcher le seuil de la tolérance psychologique, là. Puis je vois une guitare, puis il y a une intuition, la même intuition que je suis tout le temps, la même intuition qui fait que je suis ici aujourd'hui, que tu m'as écrit, puis tout de suite j'ai fait oui, ça me tente. Mais j'ai regardé une guitare, puis je l'ai senti, achète la guitare. Fait que j'ai juste fait comme OK, j'avais jamais eu, pour moi là, j'avais jamais acheté une guitare. Fait que j'achète la guitare, puis là je réalise que en grattant un peu, puis j'apprends des accords, puis tout ça, je réalise j'ai besoin d'exprimer quelque chose que je peux plus faire en humour. J'ai atteint une place où est-ce que l'humour, elle me donne pas accès à quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin aussi de sortir. Fait que je commence à écrire de la musique, écrire des paroles, puis dans ma tête, c'est sûr que jamais je vais montrer ça à personne, jamais. Mais ça me faisait un bien fou. Puis, des fois, on faisait la fête. Puis là, un ami me tendait une guitare. Puis, hey, tu joues pas de la guitare. Puis, t'as pas une chanson. T'avais pas écrit une chanson, tu m'avais dit. Fait que là, OK, on fait la fête. On est tout un peu détendus. Fait que là, je suis comme, OK. De fil en aiguille, mes amis commencent à me dire tu sais, faut que tu partages ça avec le monde. Puis je dis non, impossible, jamais. C'est pour moi. Pour moi, c'était impossible. Ouais. Puis arrive le film que j'ai fait avec Julien. On est jusqu'à la dernière minute, on avait une artiste bookée. Puis malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Fait que il est minuit moins une. Il faut qu'on fasse il faut qu'on ait une toune qui sera aussi un peu la base de
la trame musicale du film. Puis mon agent, puis tout le monde me disent « Toi, t'écris des chansons, pourquoi tu le fais pas? » Puis je suis comme « Oubliez ça, c'est impossible. Je peux pas faire ça. Je suis pas là. » mais je rentre chez moi le soir, puis j'ai l'intuition de genre « Fuck, faut que je le fasse. » Genre, j'ai pas le choix. Fait que j'ai une tune qui est venue, je l'ai écrite, je l'ai composée, je l'ai envoyée aux gars. Ils ont vraiment aimé ça. Fait que là, ça devient la tune. Je rentre en studio pour la première fois. Puis là, j'ai comme la certitude que je suis à ma place, mais j'ai une place que j'ai jamais su, que j'ai jamais... Et quand j'étais petit, je me disais pas, je vais faire ça. Ouais. Quand j'étais petit, personne me disait, tu vas faire de la musique. J'ai pas été exposé à des pianos, puis à de la musique, puis je le savais pas. Quand tu le sais pas... Tu sais, imagine quelqu'un a des aptitudes pour l'escalade, mais il le sait pas. Il vit dans les plaines. En Alberta, tu comprends? Comme lui, il le sait pas. Il est dans les prairies, excuse-moi, les prairies. Il vit dans les prairies. Il sait pas qu'il y a des aptitudes dans l'escalade, mais s'il était né là où il y a des montagnes, ben, peut-être qu'il aurait touché à de la roche plus vite, puis il l'aurait su. Tu sais, c'est comme, il faut que tu touches aux affaires pour que ton corps te dise oui, t'es à la bonne place. Puis moi, ce que j'ai senti en studio, c'était comme, damn, toutes ces années à écrire tout seul dans mon coin que je pensais que c'était juste pour moi, en fait, c'était un signal de non, il faut que tu le fasses. Puis j'ai commencé tard, j'ai commencé autour de 30 ans, fait que je savais qu'il fallait que je mette les bouchées doubles, puis que je peux pas fonctionner comme quelqu'un qui commence à 17, 18, 19, y aller une chanson à la fois. Ben, il faut que je me lance tout de suite, genre dans le bain. Fait que comme en 4 ans, j'ai composé 3 albums. Puis le dernier que j'ai composé, les 2 premiers, je me sentais encore très imposteur. Fait que j'avais de la difficulté à demander à des musiciens de travailler avec moi. Puis ça, je savais même pas que ça se faisait. Fait que j'ai tout appris à faire avec mon ami Mathieu. Il m'a tout appris à faire sur des logiciels. Je suis capable de produire de la musique. Fait que le premier album, j'apprends à produire de la musique. Le deuxième album, je produis de la musique en studio. Mais pour certaines chansons, j'ai un batteur qui est venu, j'ai quelqu'un qui a joué un peu de guitare. Fait que là, j'étais comme, attends une seconde, si j'avais tout un band, ça serait fou, mais là, il faut que j'approche du monde. Fait que là, je prends mon courage à 2 mains, puis je demande à Dominique Plante, dans lesquels on est dans l'autre côté. Et son bureau est juste de l'autre côté. J'ai écrit à Dominique qui avait mixé l'album précédent, puis je suis comme, man, je pense que genre, le prochain album... je pense qu'il faut que je le fasse avec toi. Ben, puis on commence à parler. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis tout de suite, Dominique, il écoute mes maquettes. Puis là, il me dit, je pense que j'ai la bonne équipe pour toi. Je pense que j'ai pensé aux bonnes personnes. Puis il a tellement été spot on. J'ai fini par moi, je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma carrière, le dernier album. Puis mettre en marché de la musique, quand t'es humoriste, c'est comme toute une épreuve. Là. Ouais, ça doit. Là. OK, c'est pas... parce que le monde te perçoive comme une chose, fait qu'ils sont même pas capables de... Il y a beaucoup de gens qui sont comme... Ah, et tu ressembles à la personne qui fait de la musique ou qui fait de l'humour. Je suis comme, c'est la même personne! Et ça me fait réaliser, il faut vraiment comme... faut trouver un langage pour communiquer aux gens que genre... Les deux sont faits de façon indépendante, mais avec le même sérieux puis avec la même dévotion. Puis ça prendra le temps que ça prendra, mais je déploie le message de plus en plus, de mieux en mieux. Puis c'est ça. C'est vraiment, moi, cet album-là, je le dis, ça s'appelle « Salle arabe en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe ». C'est juste le titre, c'est genre la plus belle chose qui a émergé de moi. Là, j'en reviens même pas. Comment j'aime ça, genre. J'aime tellement ça. J'aime tout de cet album-là, mais ce que j'aime le plus, c'est parce que quand je l'écoute, je pense à toutes les belles personnes avec qui j'ai travaillé. Vraiment, je les vois jouer dans ma tête, puis genre, maintenant dans ma vie, c'est ça mon but. C'est quand je finis quelque chose, c'est de repenser aux gens que j'aime, puis de partir avec un morceau d'espoir, puis on est capable de faire des belles choses, puis l'importance de jouer ensemble, tu sais, tous ensemble, là, que c'est important, puis des fois, on finit trop par penser qu'on a fait la chose, on est le centre, mais la réalité, si un artiste veut vraiment être honnête, ou un entrepreneur veut vraiment être honnête, ou quelqu'un de créatif en général, c'est que les choses passent à travers nous. Les choses sont disponibles dans
espèce de fréquence des mystères de la vie, là, sont disponibles, puis tu vas à la pêche, puis là, t'es comme, ah, ça me tente-tu de faire ça ou pas? Tu sais, puis ils passent à travers toi. Mais t'es pas vraiment la personne qui le fait. Fait que de le faire avec d'autres gens qui se laissent traverser aussi par ça, c'est malade. Puis ça donne du sens aux choses. Ouais. Puis tu sens que tu rends service plutôt que t'es en train de te glorifier puis de te taper dans le dos. Puis... Fait que, ouais, merci de me poser la question. Ben non, mais ça me donne l'opportunité de partager quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ben ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai regardé le documentaire de Squeezie. Je sais pas si tu as vu le YouTuber Squeezie en français. Oui, ça me dit quelque chose. Ils ont sorti un documentaire sur Amazon Prime. C'est le plus gros YouTuber de France, dans le fond. Puis lui, il a eu ce désir-là de faire de la musique. Parce qu'il avait fait de la musique une ou deux fois, ici là pour le plaisir. Puis quand t'es YouTuber le plus connu de France, tu fais une tune pour le fun, ça devient disque d'or en une seconde. OK, ouais. Puis lui, il s'est dit, hey, j'ai de quoi, je vais faire de la musique. Il est passé au Japon avec tous ses amis, dans un Airbnb. Ils ont fait un album. Ils sont revenus, ils sont comme, man, ça va être malade. Ça sort. Pas malade. Pas malade. Les mondes sont genre, yo, c'est nul à chier, man. Ouais. On recommence à faire des vieux YouTube, s'il te plaît. Fait que je me demandais. C'est normal, mais c'est comme ça que le monde. C'est comme. Il y a quelque chose dans la. Je t'ai coupé, mais je voulais poser la question, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui se répète constamment. Quand tu fais de quoi, puis que ça compte vraiment, beaucoup de gens vont t'envoyer comme un signal de résistance. Puis j'ai l'impression que c'est quasiment comme la vie qui est en train de dire, est-ce que je peux vraiment te faire confiance que tu veux cette responsabilité, que tu veux? Parce que beaucoup de gens pensent que accomplir quelque chose, ça va leur donner un sentiment de réussite. Moi, je pense de plus en plus que c'est une responsabilité. Je pense que c'est... Quand tu veux, par exemple, faire un spectacle d'humour, tu es en train de demander la responsabilité d'aller parler aux gens puis de leur faire vivre des émotions. Fait que au lieu de le voir comme je vais réussir, je le vois comme j'ai la responsabilité. Fait que je pense que cette résistance-là qu'on rencontre, c'est juste la vie qui dit, est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Il y a un meme en ce moment sur Instagram ou whatever, TikTok, ça dit, c'est comme des gens qui un trend là, qui reparlent par-dessus une voix. Là. Je l'ai vu comme 10 fois que ça dit would you still do music if you knew that no one would ever listen to it? Puis là, la personne est comme, well, that's basically what I do every day. Mais je me demandais ça, justement, tu sais, toi, quand tu as sorti ton premier album, tu sais, parce que l'affaire, mais je me dis, tu es habitué, tu sais, de voir beaucoup de monde, mettons, dans une salle. Ben, comment tu transfères cette énergie-là à pas peut-être. Tu recommences à zéro. C'est ça. Tu recommences à zéro. Dans le fond, tu peux pas dire parce que je suis connu dans quelque chose, je vais être connu dans l'autre. Tu recommences à zéro, puis tu acceptes l'humilité puis la modestie qui est nécessaire à ça. Au lieu de faire comme « Ah, pourquoi ça? » Ben, tu fais non. Quand j'ai commencé en humour, personne croyait en moi. Tous mes meilleurs amis disaient dans ma face « Pour qui tu te prends? Ah, tu vas être un clown. Ah, toi, tu vas... » Dans ma face, là. Pas tous mes meilleurs amis, mais de l'époque, là. C'est plus mes amis, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, c'est là que tu sais qui sont les gens... C'est tellement important, là, c'est qui sont les gens qui vont... Ils n'ont même pas besoin de croire en toi. Ils ont juste besoin de croire que tu y crois. C'est tout. Puis ça, c'est suffisant pour eux pour souffler dans les voiles de ton aventure. T'as juste besoin d'une personne. C'est vrai. Si c'est pas toi, une autre personne. Toi d'abord, mais si tu as une autre personne qui fait juste souffler avec toi, là, c'est fou ce que ça donne. Fait que faut recommencer à zéro. Puis moi, dans le fond, j'essaie de maîtriser mon style dans 3 domaines et je comprends que j'ai juste 24 heures dans une journée. Fait que les 3, ils avancent à ils prennent du galon à des moments différents parce que je peux pas faire les 3 en même temps. Mais il y a quelque chose qui réunit les 3, c'est
l'art de la création, puis l'art de laisser émerger les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est pareil, c'est des patterns qui se retrouvent dans toutes les formes d'art. Fait que... mais c'est normal, tu me parles de Squeezie, puis c'est totalement... je pense que c'est totalement normal. Mais j'aime ce qu'on voit en ce moment. Il y a comme une révolution de... si tu fais de l'art pour réussir, c'est probablement pas de l'art. Si tu fais de l'art pour t'exprimer puis tu es à l'aise avec le fait que dans le moment où tu l'as partagé avec le monde, il n'y a pas eu une connexion directe, mais que tu as encore envie de le faire, il y a probablement quelque chose d'authentique à l'intérieur de toi. Si ça te fait pas violence, puis tu es confortable avec cette idée-là, tu es comme, moi j'aime ça, moi je trippe. Tu sais, on vit dans un monde où il y a des courants, où pendant un certain temps, tout le monde aime quelque chose. On réalise que les gens ont plus de facilité à s'identifier au groupe plutôt qu'à leurs besoins réels à eux, ce qu'ils ont besoin eux. Mais on assiste à un shift, je pense. Tu l'as probablement remarqué aussi, où les gens quittent les canaux traditionnels de diffusion, puis ils se font des si on veut, des pools de culture sur mesure. Puis moi, je pense vraiment que je suis plus confortable d'avoir 10 000 personnes qui trippent vraiment, puis qui veulent, même en humour, hein, je suis pas un humoriste qui cherche à vendre 300 000 billets, je suis un humoriste qui préfère de loin que les gens me disent « j'ai pas réussi à te voir parce que moi, je veux pas faire 500 000 représentations, je veux en faire 40 avec mon spectacle, puis le nombre de billets que je mets à vendre, c'est le nombre de billets qu'il y a, puis je suis pas en train de te bullshiter, il y en aura plus après. Je préfère prendre soin des 10 000, 15 000, 30 000 personnes qui veulent vraiment, même s'il y en a plus, il y a quelque chose pour moi qui est plus humain là-dedans, puis qui fait du sens. Puis après, ce que la vie en fait, puis là où ça te positionne, la crédibilité que ça te donne, whatever, ça appartient aux gens, mais c'est tellement important que tous et chacun ait le feeling profond que je fais ce que j'aime, puis je le fais à quelque part parce que je suis habité par la responsabilité, puis j'ai demandé cette responsabilité-là. C'est vraiment hot. Mais là, justement, ton prochain show, tu le fais combien de fois? 30, 40? Là, une 30-40, ouais. 30-40. Max. Le prochain show s'appelle Des putes et des voleurs. Il a déjà commencé. Ça fait 3 shows que je fais. Là, on est en janvier. On a fait fin janvier aujourd'hui. Là. Puis, je vis encore comme une expérience vraiment fascinante avec le monde. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Comme je suis à une place en ce moment où quand je propose quelque chose aux gens, la réaction me fait juste comme... ça me fait découvrir à quel point, genre, je comprenais rien au monde, en fait. Je comprenais rien aux gens. Il y a vraiment quelque chose de le fun, quand tu t'attardes vraiment à comment les gens ils se sentent après, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont ressenti. C'est vraiment là que se trouve... j'ai jamais compris je trouvais toujours que c'était un peu phony quand je voyais, mettons, des Michel Louvain dire « Le plus important, c'est le public. » Tu sais, j'étais comme « Es-tu en train de genre juste essayer? » Puis je suis comme « Non, il a raison, man. Le plus important, c'est pas ce que tu fais, c'est le public. » Genre, parce que c'est eux qui donnent un sens à ce que tu fais. C'est eux qui, par leur regard, par leur écoute, par leurs questions après, c'est eux qui donnent un sens à tout ce que tu fais. Puis après, tu retournes chez toi, puis tu sais pour qui tu travailles. T'es pas en train de travailler pour toi, t'es en train de travailler pour eux. Fait que ça, c'est malade. Puis là, je commence à recevoir ce signal-là en musique. Là, je reçois de plus en plus de genre de messages de genre, man, comme ce que tu racontes, c'est exactement ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, que j'avais besoin que quelqu'un mette ça en mots. Puis c'est comme ça que ça a commencé en humour pour moi aussi. Fait que je suis à une place où le courant passe, puis je vais m'arranger pour entretenir ce courant-là. Ouais, c'est vraiment inspirant, je trouve. De voir quelqu'un qui
Parce que pour vrai, je pense que si tu disais, comme tu as dit, tu comprends bien les codes, tu pourrais dire, OK, je vais écrire un show, me le faire 300 fois. Genre, c'est ça mon objectif. Exact. Puis, genre, tu ferais une tonne d'argent. Mais il y a un prix à payer. Exact. C'est la maladie mentale. La dépression profonde. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme... moi, je fais des jokes, man, fucking intense, là. Des fois, je suis comme... Ah, tel producteur, il sera pas content tant que, genre, t'es pas en dépression, là. Mais c'est parce que c'est vrai. Il y en a plein, ils vont jamais venir te dire... Hey, il faudrait que tu prennes un break. Il faudrait peut-être que tu changes la cassette. Il faudrait que tu... Ouais. Mais quand tu frappes le mur, tu réalises, OK, man, finalement, tout le long, j'étais tout seul. Tout le monde s'en crissait. Tout le monde s'en crissait, puis le monde se remplisse les poches. C'est correct, il faut que tout le monde mange, il faut que tout le monde remplisse les poches. Mais quand c'est toi la business, il faut que tu sois capable de mettre l'humain en premier. Exact. Personne ne va faire à ta place. Non, c'est... En tout cas, il y a eu tellement d'histoires, je pense qu'on a entendu de ça. Puis, vraiment, man, merci de ton temps parce que c'était super comme conversation, mais j'ai un dernier segment que je fais avec tous mes invités. Absolument, allez. La première section, ça s'appelle la question parfaite. OK. Si tu peux t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée, ça serait qui? Pour 3 personnes. Ils sont morts ou vivants? Morts, vivants, tu peux ressusciter des gens. OK. 3 personnalités connues? Non, ça peut être, mettons, il y a déjà quelqu'un qui a dit à mon grand-père, tu sais, ça peut être, mais tu sais, n'importe qui. Oh mon Dieu, tu me poses des questions, là. Je peux pas, je peux pas répondre vite comme ça. À 3 personnes... Moi, probablement mon grand-père du côté paternel, qui a fait... L'histoire veut qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, puis qu'il a été mobilisé en Europe pendant quelques temps. Puis là, il y a plein de petites histoires secrètes derrière. Ouais, puis je serais tellement curieux de voir comme qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, Fait que ça serait de 1. Grand-père, premier. OK, moi. Je vais dire quelque chose. Oh non, j'arrive pas à croire. Je peux pas dire ça. Je suis pas rendu là. Mais c'est trop. OK, l'autre personne, mettons, peut-être, mais j'ai trop rencontré d'artistes dans ma vie que j'étais déçu. OK. Fait que j'ai comme peur de nommer des artistes. Ouais. Genre, j'en ai tellement rencontré que j'étais comme, fuck, j'aurais voulu que tu restes comme la version un peu le fun que j'avais dans ma tête. Mais je dirais peut-être Tom York. OK. Parce que j'ai tellement écouté sa musique, mais en même temps, je suis sûr que genre, comme justement, c'est mieux que ça reste... C'est ça. Mais tu sais, c'est de la fiction, fait que tu peux dire que t'aimerais ça, mais... T'sais. Ouais. Puis... Peut-être... Je suis pas un obsédé de lui, puis j'ai pas tant que ça... J'ai regardé des affaires qu'il a fait beaucoup, mais je suis pas comme un fanatique, mais j'aimerais rencontrer Charlie Chaplin. OK. Ouais. OK. Je trouve que c'est vraiment fascinant ce qu'il a fait. Puis, il y a comme... En tout cas, il y a trop d'affaires qu'en vieillissant, je catch que genre, c'est du grand génie. Puis, lui, il avait accès à quelque chose créativement qui était hors du commun. Puis je serais curieux de poser des questions à... Pour moi, Charlie Chaplin, il doit être aussi connecté à la création, genre, divine que genre Tesla. Genre, quand tu lis un peu sur Tesla, mettons Nikola Tesla, tu réalises toutes les affaires que lui était comme... D'où t'as sorti ça, t'es comme ça par rapport. Un génie. Exact. Fait que je serais curieux de m'asseoir puis parler. Bon, toi, bon trio. Mais je l'ai dis pas. Moi, je vais te le dire si tu veux après. Je vais te le dire après, mais je l'ai dis pas pendant le podcast. OK, c'est bon. Réponse rapide. Ouais. OK, je te pose des questions. Tu réponds le plus rapidement possible. Ton projet le plus marquant? Le dernier album, Salaire en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe. Mais c'est de loin mon projet le plus marquant. C'est de loin comme l'affaire que t'aurais pu tout m'enlever le reste, puis juste me laisser ça, puis ça serait la plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie. C'est. Ton plus bel achat? Mon plus bel achat... Ma maison. Un rêve secret? Un rêve secret? Ouais.
arrêter l'art. Ouais. Ok. Puis comme faire quelque chose de plus terre à terre et manuel. Mhm. Quand ça va venir, j'espère que je vais avoir le courage d'accepter. Ouais. Ça, c'est... On dirait que même moi, ça me donne un verset. Je sens que ça va venir un jour. Ok. Fait que, ouais, Ok. c'est mon rêve secret. Ta meilleure habitude de vie? Ma meilleure habitude de vie? Tu en as parlé aussi tantôt avec qu'est-ce qui te donne de l'énergie, mais... Ouais, ma meilleure habitude de vie. La prière, la méditation. Ok. Ouais, vraiment. Ouais. Dernière section, under ou overrated. OK? Fait que chez un sujet, tu me dis si c'est under ou c'est overrated. OK? Faire un show au Centre Bell. Ben, overrated. Ok. Overrated, ça dépend qu'est-ce que les gens veulent. Moi, je trouve que c'est pas tant une belle expérience pour les gens. Mhm. Ça dépend qu'est-ce que tu présentes. OK, je comprends. Les Canadiens de Montréal. C'est la plus belle chose au monde. Under, ça veut dire que c'est underrated. BMW. BMW, je sais pas, je connais pas vraiment les différences BM, Mercedes, Ouais. tout Mais ça. peut-être c'est le genre de catégorie de char, là, peut-être. Mais tu sais, je veux dire, ça dépend. Pour toi, là. Pour moi, c'est probablement underrated. Ah ouais, OK. C'est underrated parce que je trouve que, mettons, c'est sûr qu'il y a des voitures beaucoup plus luxueuses. Moi, je suis pas un gars de voiture, mais je trouve que, genre, mettons une BM, ça reste vraiment un bel objet de... Tu sais, au Maroc, là, il y a beaucoup de Mercedes puis de BMW, puis ils sont vieilles, là, puis les gens les traînent, là, parce que dans le temps, ils faisaient des voitures qui t'offraient genre 70 ans. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau puis noble dans une vieille BM ou une vieille Mercedes qui a toffé le... Fait que de ce point de vue-là, là, je trouve que c'est underrated. C'est vraiment beau, une vieille BM, une vieille Mercedes. Bien entretenue, là, ouais. Les voyages tout inclus. Overrated. New York. New York? Ah, c'est bien raté, OK. New York. C'est bien normal. raté. C'est ça. Ça vaut le déplacement. OK. Le camping. Le camping? Underrated. Okay. Underrated, ouais. OK. Drake. Drake? Ouais. De son point de vue à lui, là, parce qu'il pense vraiment... Je le vois, là, que lui, il se perçoit vraiment comme un grand, là. Ouais. Je pense que lui, il se perçoit underrated. OK. Fait que... il est underrated. Il reçoit pas le crédit qu'il aimerait recevoir de la clique artistique. Ouais. Fait que je pense que ça dépend du point de vue duquel tu le prends. OK. Ouais. OK. La bière. La bière. L'alcool, en général, overrated. All right. Ouais, vraiment. Last one, la poutine. La poutine? Ouais. Oh mon Dieu, la poutine, underrated. Comment ça se fait c'est comme toute la planète devrait savoir Oui. que ça se fait ici, Oui. puis que genre c'est exceptionnel. Ah, puis j'ai faim juste à en parler. J'ai faim. Merci, man. Merci de Ça ton fait tellement temps. plaisir. C'est vraiment cool. Les gens, ils peuvent, aller voir en show, Oui. s'ils veulent. Ben, c'est pas compliqué. adibalcalidé.com, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Puis le show québécois Tabarnak, le lien vers l'album, le lien vers le nouveau show d'humour. Tout est sur mon site. Fait que, Parfait, man. Allez voir ça. Merci, Adib. T'es vraiment un humain. Je te l'ai dit avant le podcast, mais t'es un humain que j'adore. C'est extraordinaire. Merci. Si j'ai bien paru aujourd'hui, c'est grâce à toi. Puis vraiment un beau podcast. Puis merci pour tes questions. Puis ça m'a donné envie d'apprendre à te connaître plus aussi. Donc, je reviendrai avec grand plaisir. C'est sûr, à 100%. Avec grand plaisir. Ouais. Merci, man. Merci beaucoup.